Chapitre 1. La fête à Rose Hill Green. Le village de Rose Hill Green, niché entre les doux plis des prairies et des haies, un lieu où les ragots circulaient plus vite que la poste, et où chaque visage était connu de vue, sinon de nom. En ce samedi après-midi ensoleillé, la fête paroissiale avait attiré presque tous les habitants sur la pelouse du presbytère, où des stands de confitures maison et de romans d'occasion côtoyaient des tombolas et l'inévitable table aux éléphants blancs. Les enfants s'y précipitèrent endimanchés, hurlant avec l'énergie que seuls les bonbons et le soleil pouvaient procurer. Miss Jane Marple, un peu plus frêle dans ses mouvements, mais pas dans sa tête, était confortablement assise dans un fauteuil en osier à l'ombre d'un sycomore. Une amie de la femme du pasteur l'avait emmenée de St. Mary Mead pour assister à une vraie fête champêtre, comme elle le disait, bien que Miss Marple, avec sa longue mémoire de la vie de village, imaginât difficilement ce qui pouvait être inconvenant dans de telles occasions. Elle accepta néanmoins l'invitation avec sa douce grâce habituelle. C'était agréable, après tout, d'observer les nouvelles personnes et leurs petites particularités. Elle observa avec intérêt mais sans en avoir l'air, Madame Elspeth Harding, une femme autoritaire aux sourcils froncés, réprimander une jeune femme de chambre pour avoir disposé ses génoises de manière inégale. Près du stand de tombola, M. George Bartlett, riche en tweed et au teint éclatant, se pencha trop près de l'oreille de Madame Grant, la faisant rougir d'une manière qui suggérait qu'elle n'appréciait pas totalement cette attention. Partout où Miss Marple tournait les yeux, elle voyait des drames, petits et grands, le ressentiment d'une belle fille, l'ambition d'un jeune curé, l'orgueil mesquin d'un commerçant. La nature humaine était la même partout, songea-t-elle, simplement coiffée de chapeaux différents. À 4h30, le vicaire monta sur la petite estrade pour annoncer le tirage au sort. La foule se tut, impatiente. Mais au moment où le premier ticket fut lu à voix haute, une agitation éclata près de la buvette. On entendit un cri, un cliquetis de vaisselle, et on vit Madame Harding se précipiter, la main pressée contre la bouche. Un homme s'était effondré sur l'herbe. Pendant un instant terrible, personne ne bougea. Puis des voix alarmées s'élevèrent. « Allez chercher le docteur Latham. Donnez-lui de l'air. Il s'est évanoui, le pauvre. » Mais en se relevant, s'appuyant légèrement sur sa canne, Miss Marple comprit déjà qu'il ne s'agissait pas d'un simple malaise. M. George Bartlett gisait affalé sur le sol, son teint rougeâtre pâlissant, les yeux écarquillés, fixés dans le vide. Lorsque le docteur Latham arriva, essoufflé et vif, la foule s'écarta devant lui comme une marée. Il s'agenouilla, procéda à un examen superficiel, puis leva les yeux d'un air grave. « J'ai bien peur, » dit-il d'une voix basse mais pleine de force, « que M. Bartlett soit bel et bien mort. » Il y eut une inspiration collective, suivie d'un brouhaha de spéculations. « Arrêt cardiaque, » disaient certains. « Trop de cognac, » suggéraient d'autres. Mais Miss Marple, qui avait observé la scène d'un œil calme, remarqua le verre de limonade intact à côté de l'assiette de gâteau, la légère trace sur le bord et l'étrange expression de soulagement qui brilla, l'espace d'un instant, sur le visage sévère de Madame Harding. Elle se rassit, son sac à tricot sur les genoux, et pensa à St. Mary Mead, où tant de fois elle avait vu des vies apparemment respectables cacher amertume, envie ou peur. Il semblait que Rose Hill Green ne fût pas différent, et Miss Marple, qui ne négligeait jamais ce que d'autres appelaient de simples broutilles, avait déjà commencé à se demander quel petit indice se trouvait devant eux, négligé dans la panique, qui pourrait expliquer pourquoi un homme devrait mourir lors d'une fête de village, à la vue de ses voisins, par un après-midi doré de juin. Chapitre 2. Chuchotement au presbytère. À 5h, la fête s'était dissipée en un brouhaha de groupes choqués et de banderoles abandonnées. Les femmes rassemblaient leurs enfants avec des murmures et des gloussements. Les hommes se tenaient en groupes désordonnés, et le stand de confiture, si animé une heure plus tôt,
paraissait étrangement indécent avec ses rangées de bocaux aux couleurs vives sous une toile soudain trop gaie pour l'occasion. Monsieur George Bartlett, pauvre George, comme la moitié du village l'appelait déjà, avait été transporté à la bibliothèque du presbytère pour attendre le coroner, les stores discrètement tirés. Un agent de police était posté à la grille du jardin, plus par convenance que par souci d'empêcher une évasion. Miss Marple, sur l'insistance bienveillante de madame Locksley, s'était laissée guider à l'intérieur. L'épouse du pasteur, une femme ronde et pragmatique, trouva du réconfort dans les théières et entreprit d'en préparer une. Bien que Miss Marple ait eu l'impression que le thé, par un tel après-midi, s'apparentait à un sacrement, elle ne fut pas surprise de voir à quelle vitesse les tasses se multipliaient et les mains se tendaient vers elle. Le deuil doit être nourri et abreuvé comme tout être vivant. Quand je pense, dit madame Locksley d'une voix basse mais animée par l'urgence de la conversation, qu'on était à 2 minutes de remettre le jambon, madame Prose l'a offert spécialement, et elle sera bien mortifiée qu'il n'ait pas été récompensé. Tout ça, c'est vraiment horrible. Bien sûr, le docteur Latham parle du cœur, il l'a laissé entendre, mais George avait toujours cette couleur. Floride, proposa doucement Miss Marple. Oui, Floride, acquiesça madame Locksley, comme si le mot était un diagnostic. Et un vrai gourmand. Elspeth Harding m'a dit la semaine dernière qu'il s'était arrêté à la boulangerie 3 matins de suite pour acheter des brioches Chelsea. Non pas qu'Elspeth soit une commère, ajouta-t-elle, un instant de remords traversant son visage. Seulement elle connaît tout du village grâce aux affaires de son mari. Monsieur Harding demanda mademoiselle Marple avec politesse. Elle n'avait croisé l'homme que de passage, une silhouette discrète à lunettes qui semblait écouter même lorsqu'il parlait. L'avocat, confirma madame Locksley. Un cabinet des plus respectables. Elspeth est pragmatique. Elle aide partout. Elle exige plutôt des normes. Elle hésita. C'est terrible à dire dans un tel moment, mais je suis sûr d'avoir vu une expression de soulagement sur son visage. Très vite disparue, bien sûr. Miss Marple, qui l'avait également vue, sirotait son thé. Le vicaire entra, son col clérical de travers, une perplexité sincère fronçant son front doux. « Ma chère, dit-il à sa femme, l'inspecteur Reeves sera là dans l'heure. Il a téléphoné de Marleycombe. L'agent Evans a reçu des instructions pour, empêcher les gens de, trop ranger. Il a parlé de préserver les lieux. » Le vicaire déglutit, bouleversé par sa propre phrase. Cela paraît terriblement dramatique. « Je pense, dit Miss Marple, que c'est tout à fait raisonnable. »« Oui, oui, bien sûr. » Le vicaire la regarda en clignant des yeux, remarquant sa présence posée et aérienne, et sembla reprendre courage. « Il paraît que Miss Marple a déjà été témoin de ces événements. »« Juste la vie de village, monsieur Locksley, » répondit-elle doucement. On apprend beaucoup en vivant tranquillement au même endroit pendant longtemps. C'était une remarque à la fois modeste et tout à fait vraie. Les gens allaient et venaient dans le salon du presbytère, chacun adressant un murmure de sympathie à madame Locksley et jetant un regard avide autour de lui. Madame Grant, les joues encore légèrement roses des attentions de monsieur Bartlett, s'affala délicatement sur le canapé en chintz. La jeune servante du stand de gâteaux, Anne, comme on l'appelait, blême, déclara qu'elle ne toucherait plus jamais à la limonade, même si elle vivait jusqu'à 90 ans. Quelques minutes plus tard, elle grignotait un scone, ce qui suggéra à Miss Marple qu'Anne n'était pas du genre à tenir ses promesses. On entendait des bribes de paroles un peu partout, prononcées sur ce ton si particulier que les Anglais adoptent pour les tragédies, mais à une fête. Vous pouvez y croire, son pauvre cœur. Le docteur Latham avait l'air très sérieux. Elspeth Harding dirigeait la buvette comme un sergent instructeur. Elle s'en voudra, bien sûr. Kirby Cottage? Mais pourquoi Florence Kirby serait-elle mêlée à tout ça? Absurde. Non, non, Madame Grant, ce n'est pas votre faute s'il vous a parlé si chaleureusement. Il avait des ennemis, peut-être? Quoi, George Bartlett? Un homme amical. L'amitié peut parfois être le problème. Miss Marple laissa tout couler autour d'elle aussi confortablement que la lumière du soleil. Elle n'interrompit pas,
ne posa aucune question, et par conséquent, on lui raconta tout. Elle apprit que M. Bartlett avait fait fortune dans la technique légère, ce qui pouvait désigner tout, des tondeuses à gazon aux mystérieuses pièces métalliques. Il avait récemment pris Ivy House sur le Green, gardant la vieille gouvernante qui l'accompagnait et installant une jeune compagne pour la compagnie et la dactylographie, ce qui avait frappé Rose Hill Green, avec son respect des convenances, comme un curieux arrangement. Elle apprit que Madame Harding avait organisé des rafraîchissements avec sa minutie habituelle, et qu'elle et M. Bartlett étaient en désaccord, très cordialement bien sûr, sur l'emplacement du tonneau de limonade. Elle apprit également que le mari de Madame Grant était très souvent en déplacement professionnel, ce qui expliquait les rougeurs, et que le cabinet du docteur Latham avait récemment embauché une assistante junior qui s'habillait plus à la mode qu'un médecin ne le devrait. Elle apprit aussi ce qu'elle soupçonnait. M. Bartlett était un homme qui aimait être apprécié et se donnait inutilement du mal pour l'être. De tels hommes, Miss Marple le savait, étaient rarement aussi inoffensifs qu'ils le paraissaient, car le désir de plaire est cousin du désir d'être admiré, et l'admiration, une fois goûtée, est un breuvage puissant. « Inspecteur Reeves, madame » annonça l'agent Evans sur le seuil. Un instant plus tard, l'inspecteur entra. Un homme carré, la mâchoire pensive, les cheveux un peu trop longs sur la nuque, et le regard qui ne manquait de rien. Il serra la main du vicaire et de son épouse, inclinant la tête vers Miss Marple avec l'indifférence polie réservée aux visiteurs âgés, qu'il faut accueillir avec gentillesse et tenir à l'écart. « Mesdames, monsieur. » Il consulta un petit carnet. « Si vous me le permettez, je dois parler à ceux qui étaient là présents lors du malaise de M. Bartlett. D'abord au médecin. »« Bien sûr, » dit le vicaire. « Par ici, inspecteur. » Tandis qu'il se dirigeait vers la bibliothèque, Miss Marple se leva avec une difficulté non feinte. Sa raideur était bien réelle, et s'arrêta près de la petite table d'appoint où un plateau avait été déposé à la hâte. Là, parmi les biscuits et les inévitables sandwichs bien intentionnés, se trouvait une serviette en papier plié, du genre de celles utilisées lors des thés de village. Dessus, une demi-lune de poudre nacrée distincte. Les doigts de Miss Marple planèrent un instant au-dessus de la marque, puis se retirèrent. Elle avait découvert qu'il n'était pas nécessaire de tout toucher pour le voir. Dehors, les détritus de la fête s'agitaient faiblement au gré du vent. La banderole s'affaissait mélancoliquement, comme toujours après avoir rempli son office, et un régiment de gobelets en carton avançait au hasard sur la pelouse. La tente des rafraîchissements était restée, sur instruction de Reeves, exactement telle qu'elle était, bien que Madame Harding ait prôné la propreté élémentaire, comme s'il s'agissait d'un impératif moral. Elle se tenait maintenant, les lèvres pincées, près du rabat de la tente, aussi prête à recevoir l'inspecteur qu'elle aurait admis un invité imprécis à dîner. « Madame Harding, » dit l'inspecteur Reeves, « vous étiez chargée des rafraîchissements. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'expliquer ce qui a été servi et par qui. » Elle le fit avec une économie admirable. Du thé de la grande théière, bien nettoyé ce matin, et du café pour ceux qui insistaient. 2 pichets de limonade préparés par sa femme de chambre sous sa supervision personnelle, des sandwichs au jambon, des sandwichs au cresson, du gâteau aux graines, du biscuit Victoria, et une expérience pleine d'espoir avec des sandwichs à la betterave, qui n'avaient pas été un succès. Chaque article avait été sous son œil. Non, aucun étranger n'était entré et sorti. Oui, on avait pris de l'argent pour les tasses et les parts. Non, M. Bartlett ne lui avait adressé que des compliments, ce que je déconseillais, et elle ne pouvait absolument pas dire qu'il lui avait tendu quel verre de limonade, tant la foule était dense et sa main rapide. « Tu l'as vu le boire ?»« Je l'ai vu le soulever et le reposer. Comment savoir s'il a avalé ?» Elle marqua une pause, se souvenant. « Il avait une façon de faire de petits gestes, comme sur une scène. J'y ai déjà pensé et je l'ai repensé. » Reeves écrivit brièvement. « Votre femme de chambre, Anne, vous a aidé. » Anne Price. Oui. Elle coupait, elle versait.
si vous soupçonnez ma cuisine. » Les yeux de Madame Harding lancèrent des éclairs. « Je ne soupçonne rien pour l'instant, » répondit Reeves d'un ton neutre. « Je demande simplement. » Miss Marple s'était approchée, l'air innocemment attentif à une épingle de carte égarée qu'elle avait aperçue dans l'herbe. Elle la récupéra et continua vers la tente, où elle examina, avec une douceur et une grand-mère, l'assortiment de vaisselle, dont les bords étaient cernés de cette fine poussière blanche que les villages appellent propreté et que les domestiques appellent ennui. Le pichet de limonade, l'un d'eux, avait un petit sillon séché près du bord. Son jumeau, posé sagement à côté, était impeccable. Miss Marple ne les toucha pas. Elle se contenta de les regarder. « Anne, c'est ça ?» demanda-t-elle d'une voix qui aurait pu s'enquérir du prix des groseilles. Les yeux de la jeune fille étaient rouges, mais provocateurs. La jeunesse est souvent courageuse après coup. « Oui, madame. »« Tu as coupé les citrons ? » Les pépins sont si pénibles qu'on a toujours peur de les retrouver dans le verre. Anne renifla. « Madame Harding dit que les tranches bien coupées sont plus belles, madame. J'ai retiré les pépins que j'ai pu avec une fourchette. »« Très louable, » dit Miss Marple. « Et le sucre ? » ?»« J'ai fait bouillir un sirop, comme le cuisinier me l'a montré. » Miss Marple hocha la tête. « Et les verres, ont-ils été tous servis en même temps, ou apportés comme demandé ? » « Sortez tout de suite, » dit Anne. « Madame Harding aime que tout soit prêt. Elle trouve que c'est négligent de courir de long en large. Et quelqu'un, je me demande, a-t-il apporté quelque chose à ajouter à la limonade ? Les gens sont si fantaisistes. Une goutte de framboise, peut-être, ou un brin de menthe ? » Les yeux d'Anne s'écarquillèrent. « Oh non, madame. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « Ceux qui aiment les fantaisies devraient apporter les leurs. » Le regard de l'inspecteur Reeves, qui avait d'abord glissé sur Miss Marple comme un bateau sur une roselière, se posa à nouveau sur elle avec un respect réticent. « Vous avez remarqué quelque chose, madame ? » « J'ai remarqué, » dit Miss Marple d'un ton doux, « qu'un pichet est plus collant que l'autre, inspecteur. Bien sûr, cela ne signifie peut-être rien de plus sinistre qu'une main maladroite. Il est si facile de faire couler quand on verse. » Reeves grogna. « Agent !» appela-t-il, et le jeune homme à la grille trotta vers lui. « Personne ne doit toucher à ces cruches. Le docteur Latham saura qui appeler. Et vous, madame Harding, ceci n'est pas une accusation. Ne vous offusquez pas. Mais avez-vous des poudres en votre possession? Pour le ménage? Des rats, peut-être ?» Elspeth Harding se redressa. « Ma maison n'est pas infestée, inspecteur. S'il y a des poisons à Rose Hill Green, il n'y en a pas dans mon garde-manger. » « Un homme est mort, » dit Reeves, non sans gentillesse, « et je dois poser des questions grossières. » Il se tourna vers Miss Marple. « Vous étiez là à ce moment-là, madame ?»« Marple, » répondit-elle. « Je suis en visite. J'étais assise sous le sycomore. J'ai vu M. Bartlett s'agiter avec une grande gaieté. Il aime, ou aimait, parler aux dames. » Madame Grant, qui s'était approchée et qui rôdait maintenant autour d'elle, rougit et dit: « Il m'a parlé de la tombola. Il a dit que j'avais un visage chanceux. »« Vraiment, » dit Reeves, sans trop se soucier de la chance. « Et tu l'as vu boire ?»« Je l'ai vu poser un verre, » dit Miss Marple, « sur la petite table près des gâteaux. Il y avait une tache sur le bord. Je l'ai remarqué parce que les gâteaux étaient si joliment disposés que la tache ressortait. »« Une tache de quoi ?» Le crayon de Reeves était déjà prêt. « Je ne saurais le dire, bien sûr, » répondit Miss Marple. « Un peu nacré, peut-être, mais je suis vieille. On invente des choses avec les yeux. J'ose dire que c'était juste la lumière. » Reeves, qui ne croyait pas que la lumière puisse inventer la substance, prit note. « Nous aurons ce verre s'il peut être identifié. » Il regarda autour de lui, calculateur. « Mais il faudra compter sur la providence. » Il valait mieux, pensait Miss Marple, toujours compter sur la nature humaine. La providence est un allié incertain, mais les gens se répètent avec une fidélité admirable. En début de soirée, l'agitation immédiate avait laissé place à la procédure officielle. Le corps avait été enlevé avec la solennité requise. La tente de restauration, malgré les protestations, était restée intacte.
L'inspecteur Reeves avait recueilli des dépositions jusqu'à ce que ses oreilles bourdonnent de demi-vérités et de répétitions. Le village s'était dispersé dans ses maisons, où les stores étaient à moitié tirés, et les dîners dégustés à l'ombre consciente des nouvelles. De retour dans la chambre d'amis du presbytère où madame Locksley avait insisté pour qu'elle passe la nuit, Miss Marple s'assit dans un fauteuil en chintz et réfléchit à son tricot. C'était un petit pull pour l'enfant d'une filleule, bleu, car le bleu convient à la plupart des bébés et évite les ennuis plus tard. Elle reprit ses aiguilles et les reposa. Mourir, songea Miss Marple, est une affaire privée, même si elle se déroule au milieu de la foule et du vacarme. L'essentiel se produit entre deux respirations, et tous les témoins du monde ne peuvent raconter que ce qui s'est passé avant et après. Les détails qui entourent cet espace, voilà ce à quoi elle faisait confiance. Une tache sur un verre, une carafe plus collante que sa consoeur, un soulagement sur un visage habitué à commander. On frappa à la porte, doucement, en signe d'excuse. « Entrez » appela Miss Marple. L'inspecteur Reeves entra, chapeau à la main. Il se leva tandis qu'elle lui indiquait une chaise, puis s'assit, comme s'il doutait de la décence de s'asseoir devant une dame âgée. « J'ai téléphoné, » dit-il, « et je me suis dit que vous seriez bien avisé, étant un ami de la femme du vicaire. L'avis préliminaire du docteur Latham est que M. Bartlett n'est pas mort d'une maladie cardiaque. Il est prudent, le docteur, mais il a évoqué la possibilité d'un... empoisonnement. Une question rapide. Il y avait... Comment a-t-il dit? Une odeur d'amande dans la laine. Mon Dieu, dit Miss Marple, comme si la conversation portait sur le gâteau aux graines. Les amandes amères sont si trompeuses. On pense à la pâte d'amande et au bon moment, et on oublie complètement le reste. Le regard de Reeves s'éclaira. Vous êtes au courant de ces choses, madame. Je lis les journaux, dit Miss Marple, et j'ai vécu longtemps. Il y a eu un cas à St. Mary Mead, il y a des années maintenant, où une dame s'est mise à mettre du désherbant dans le chocolat chaud de son mari avant de se coucher parce qu'elle était tombée amoureuse d'un poète. Le désherbant, c'est moins romantique qu'il n'y paraît. Bien sûr, la poésie était pire. L'inspecteur toussa, mi-rire, mi-gêné. « J'espère qu'il n'y aura pas de cacao dans tout ça, madame Marple. Des citrons et du sucre me suffisent. Puis-je vous demander, pourquoi avez-vous remarqué le pichet? »« Parce que le ménage est une sorte de vocation, » dit Miss Marple. « On ne le quitte jamais vraiment. Même en visite, on remarque ce qui est bien fait et ce qui ne l'est pas. Madame Harding fait bien les choses. Le pot collant ne lui ressemblait pas. »« Vous pensez que madame Harding... » ?»« Je crois. » dit doucement Miss Marple. « Rien du tout, inspecteur. Seulement que madame Harding avait l'air, pardonnez-moi, soulagée. Quand on exprime du soulagement, c'est le signe qu'on redoute quelque chose. Que cette appréhension soit liée à la culpabilité ou simplement à la peur d'être jugée incompétente, je ne me permettrai pas, à ce stade, de le dire. » Reeves réfléchit, faisant rouler le bord de son chapeau entre son pouce et son index. « Il y a autre chose, » dit-il enfin, presque à contre-cœur. Mon sergent s'est renseigné à Ivy House. La gouvernante dit que M. Bartlett recevait des lettres qui le contrariaient. Elle dit qu'il les a brûlées dans la grille du salon. Elle ramasse elle-même. Ce matin, avant la fête, elle a trouvé quelque chose qui était tombé derrière la brique réfractaire. Un coin de papier, roussi sur le bord. Elle pensa que ce n'était rien, la pauvre, et le jeta avec les balayures. Mais après que le médecin eut parlé de poison, elle s'en souvint et le repêcha dans la poubelle. Ce n'est qu'un bout de papier, remarquez. Un coin avec quelques mots. Je l'ai en bas. Il y a une tache dessus, de la suie et quelque chose de gras. Les yeux de Miss Marple, autrefois d'un bleu doux comme un ciel d'été, devinrent vifs et brillants. Elle resta silencieuse un long moment, puis tout bas. « Si vous voulez bien satisfaire la curiosité d'une vieille femme, inspecteur. » Il se leva aussitôt. « Je l'ai apporté, en fait. Je pensais que tu avais peut-être un don pour l'écriture. Les femmes en ont souvent. » Il fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit une petite enveloppe.
À l'intérieur se trouvait le morceau de papier, un coin déchiré, légèrement carbonisé, avec une main crispée, légèrement impatiente. 5 mots seulement, et la moitié d'un autre. La ligne se brisait sur la déchirure. « Puisque la cheminée !» Pas un jour. Miss Marple soupira. « Mon Dieu !» dit-elle. « C'est vraiment gênant. » Incommode, Reeves parut perplexe. « Les cheminées, dit Miss Marple, sont les cachettes les plus insalubres. Les gens qui manquent d'imagination et qui en ont trop y mettent des choses. La suie dissuade les esprits purs et encourage les esprits sales. Pas un jour, voyez-vous. C'est une expression d'urgence. Quelqu'un voulait que quelque chose soit enlevé ou placé immédiatement. L'inspecteur Reeves fixa le texte comme s'il pouvait en contenir d'autres s'il était suffisamment regardé. « Nous ferons le tour demain matin, dit-il, et j'aurai d'autres questions à poser à Madame Harding, à cette Anne, à Madame Grant, et à bien d'autres encore. Les affaires de Bartlett aussi. Les hommes qui gagnent de l'argent se font souvent des ennemis. »« Oui, » répondit Miss Marple, son regard s'arrêtant un instant sur l'aquarelle joyeuse du presbytère accrochée au-dessus de la cheminée. « Et parfois, ils font des promesses. » Il se leva. À la porte, il marqua une pause. « Vous resterez, j'espère, Madame Marple. Au moins jusqu'à l'enquête. Si Madame Locksley veut bien de moi, dit-elle, je ne serai pas une source d'ennui. Je suis tout à fait autonome, et je tricote très discrètement. » L'inspecteur Reeves, qui ne manquait pas d'humour, sourit. « Bonsoir alors. » Il hésita, gêné pour la première fois. « Permettez-moi de dire que je serai ravi de vos observations. Restons entre nous, bien sûr. »« Strictement, » dit Miss Marple, et son sourire était celui qu'elle arborait le plus souvent. Le sourire bienveillant de l'âge, que les inattentifs prennent pour du vague, et que les sages traitent avec prudence. Après son départ, elle resta assise un moment, à écouter la maison. Dans les vieilles maisons, le silence n'est pas vide, mais empli de petits craquements et de soupirs, de tuyaux qui parlent et de planchers qui échangent des confidences. Quelque part en bas, Madame Locksley avançait avec le pas laborieux d'une femme préparant un plateau, que quelqu'un le veuille ou non. Quelque part dans le chemin, à l'extérieur, une sonnette de vélo résonnait, hésitante, comme une pensée qu'on pourrait encore abandonner. « La cheminée », murmura Miss Marple en effleurant le fragment de texte du bout du doigt comme s'il allait brûler. Pas un jour. Elle reprit enfin son tricot et commença à compter les mailles, ses lèvres remuant faiblement, ses aiguilles produisant ce léger cliquetis qui est le son de la patience. Elle revit la fête, disposée comme un tableau, l'ombre du sycomore, les gâteaux si consciencieusement coupés, les 2 citronniers, l'empreinte poudreuse sur une serviette négligée, le verre à la tache nacrée. Elle revit le visage d'Elspeth Harding tandis que la nouvelle était annoncée, la montée et la descente de la gorge, le premier choc, puis, si rapide qu'on aurait pu douter de l'avoir vue, le relâchement, l'expiration. Il y avait toujours des schémas. L'art résidait dans la nécessité de ne pas les imposer trop vite. Elle se leva aussitôt, replia son tricot dans son sac et éteignit la lampe, laissant le store de la fenêtre légèrement relevé, comme à son habitude dans les pièces inconnues. L'obscurité s'installa, agréable, quelque part dans l'une des cheminées de Rose Hill Green, en brique ou métaphoriquement, quelque chose attendait d'être démonté. Pas un jour, disait la lettre. Cela signifiait hâte. Et la hâte, Miss Marple l'avait découvert, était le défaut que presque tout le monde partageait à la rigueur. Chapitre 3. Le village en deuil. Dimanche matin, à Rose Hill Green extérieurement, le village était inchangé. Les cloches sonnaient à travers les champs, les ifs du cimetière se dressaient dans leur solennité habituelle, et les paroissiens s'installaient docilement sur les bancs. Pourtant, sous la surface, le village avait changé, de cette manière subtile et irrévocable qui survient lorsque la mort s'immisce dans le quotidien. Les chapeaux étaient baissés, les voix étaient étouffées, même en plein air,
et le regard de chaque voisin semblait mesurer ce que l'autre pouvait savoir. Des gens qui n'avaient échangé que des salutations polies pendant des années s'attardaient en maintenant aux portes des jardins, parlant en phrases inachevées avec une gravité plus convaincante que n'importe quel sermon. Au presbytère, mademoiselle Marple rejoignit madame Locksley pour le petit déjeuner. La table était dressée avec autant de soin que d'habitude. Le bacon était croustillant, les toasts beurrés avec un soin consciencieux, mais l'atmosphère était empreinte d'une attente modérée. Les mains de madame Locksley s'agitaient avec agitation, comme si ranger le pot de marmelade pouvait remettre de l'ordre dans un monde désordonné. « Je n'aime pas la façon dont le village parle, » avoua-t-elle enfin. Tout le monde murmure comme si un meurtre avait été commis. Elle parut surprise par sa propre audace. « Pardonnez-moi, Miss Marple, mais un tel mot, il me semble peu chrétien de l'employer pour ses voisins. »« Pas du tout, ma chère, » dit doucement Miss Marple en remuant son thé. « C'est un mot, rien de plus, et les mots, comme les gens, sont souvent plus inoffensifs qu'ils n'y paraissent, à moins qu'on ne les utilise pour nuire. » Madame Locksley lui adressa un sourire rapide et anxieux, mais le soulagement vacillait également, comme si la présence calme de la femme plus âgée lui donnait la permission d'exprimer ses propres peurs privées. Potin dans la ruelle. Après l'office, les villageois se déversèrent dans l'allée devant l'église, formant des groupes qui tenaient comme des chardons, malgré la bruine qui commençait à tomber. C'est là que Miss Marple, se déplaçant discrètement parmi eux avec son petit parapluie, recueillit plus que n'importe quelle confession n'aurait pu en donner. Madame Grant, toujours pâle, confia à Madame Prose qu'elle avait été la dernière à parler au pauvre monsieur Bartlett. Il était tout à fait lui-même, insista-t-elle, tout à fait jovial, et puis... Sa main se porta à sa gorge. Je ne l'oublierai jamais. D'un autre côté, un ton différent parvint. Monsieur Harding, l'avocat, parle avec sa précision et sa prudence de la nécessité d'une enquête du coroner. Son épouse, Elspeth, se tenait à ses côtés, le menton haut, la bouche marquée d'une profonde retenue. On aurait pu la croire calme. Pourtant Miss Marple vit la raideur des jointures de sa main serrant le manche de son parapluie, blanchi par la pression. Soulagement hier, retenue aujourd'hui. Une femme qui maîtrise les apparences, pensa Miss Marple, est souvent une femme qui maîtrise quelque chose de plus. Pendant ce temps, la jeune Anne Brace avait été entendue dire au garçon de l'épicier qu'elle ne servirait plus jamais de limonade, pas même au roi lui-même. Le garçon, dont le sens du drame était dénué de bon sens, avait rapidement poussé l'histoire plus loin, l'enjolivant jusqu'à ce que certains murmurent qu'Anne avait vu de ses propres yeux verser du poison dans la cruche. Miss Marple remarqua, comme toujours, comment les histoires prennent de l'ampleur lorsqu'elles passent de bouche à oreille. À St. Mary Mead, elle avait un jour vu l'histoire d'un chat disparu se transformer, en 3 récits, en la disparition de toute une maison. La tournée de l'inspecteur Reeves. L'inspecteur Reeves, quant à lui, apparut après la cérémonie, d'un pas décidé, celui d'un homme qui comprenait aussi bien les villageois que les suspects. Il interrogea discrètement le vicaire à la grille du cimetière, salua poliment madame Harding et demanda à voir l'enfant de chœur qui distribuait les partitions de cantiques. Rien ne lui échappa. Pourtant, pensa mademoiselle Marple, tout était trop nouveau pour lui. Il ne pouvait pas encore se permettre une longue relation, qui révèle mieux les habitudes d'une personne que n'importe quelle déclaration. Plus tard, il se rendit au presbytère, où Miss Marple tricotait par hasard près de la fenêtre du salon. On le fit entrer aussitôt. « Bonjour, madame Marple, » dit-il en soulevant son chapeau avec plus de chaleur que la veille. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Le morceau de papier de la cheminée de Bartlett a été examiné ce matin. Il s'agit bien d'un extrait de lettre, et j'ai fait fouiller la cheminée d'Ivy House. » Et les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent au milieu du clic. Rien de concluant. Un petit papier carbonisé coincé plus haut, trop abîmé pour être lu. Mais la gouvernante affirme l'avoir entendu marmonner à propos de cette lettre dans la cheminée, le matin même de sa mort.
Il semble qu'il soit allé vérifier lui-même, et ne l'ayant pas trouvé, il s'est agité. Sa compagne, mademoiselle Clara Elwood, une jeune femme engagée comme secrétaire, le confirme. Elle a dit qu'il était dans un état lamentable, menacé de tromperie, sans vouloir dire qui. Miss Marple replia son tricot sur ses genoux. C'est très intéressant. Les lettres sont dangereuses. On oublie que l'écrit a tendance à persister, bien plus obstinément que la parole. Tout à fait, a déclaré Reeves, bien que son ton suggérait qu'il pensait toujours en termes d'empreinte digitale et d'analyse de l'écriture. Miss Marple observe. Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea vers Ivy House, soi-disant pour admirer les roses qui bordaient la verdure. La maison était magnifique, ses volets fraîchement repeints, mais avec un léger air de nouveauté qui trahissait qu'elle n'était pas encore complètement habitée par son locataire. Les rideaux étaient tirés pour se protéger des regards indiscrets, ce qui n'empêchait jamais un villageois de jeter un coup d'œil. Elle s'arrêta devant le portail, le regard fixé sur la cheminée. Noircie par la suie, elle ressemblait à n'importe quelle autre. Mais Miss Marple songea qu'une cachette est moins une question d'objet en soi que de désespoir. Une cheminée est un endroit choisi non pas pour l'ingéniosité, mais pour la hâte. Madame Harding, traversant le jardin à cet instant, s'arrêta net à la vue de mademoiselle Marple. « Vous admirez les roses ?» demanda-t-elle d'un ton brusque. « Ils sont très beaux, » répondit Miss Marple, « même si je pense toujours que les rosiers préfèrent une taille plus généreuse que celle pratiquée par la plupart des jardiniers. Cela évite des ennuis plus tard. » Les yeux de madame Harding se plissèrent légèrement. « Je ne sais pas. Je laisse ce genre de choses à mon jardinier. Bonjour, mademoiselle. Marple. » Et elle passa rapidement, le pas plus sec qu'auparavant. Miss Marple reprit sa promenade, songeant que madame Harding, qui se targuait de maîtriser tous les détails domestiques, n'était pas femme à laisser faire son jardinier. C'était une petite incohérence, mais les petites incohérences pouvaient mener à des vérités plus vastes. Réflexion du soir. Ce soir-là, le presbytère était silencieux, à l'exception du grattement de la plume de madame Locksley, tandis qu'elle rédigeait des notes pour la guilde des femmes. Mademoiselle Marple, dans sa chambre, était assise à la lumière de la lampe, à nouveau en train de tricoter. Les mots de la lettre tournaient dans sa tête. La cheminée. Pas un jour. Urgence. Peur. Une cachette choisie à la hâte. Et quelqu'un, peut-être plus d'un, qui connaissait son existence. Miss Marple se renversa en arrière, les yeux mi-clos. Elle pensa au soulagement d'Elspeth Harding, aux craintes exagérées d'Anne, aux rougeurs de madame Grant, au besoin d'être aimée de George Bartlett. Chacun était un fil, ténu et fragile, mais avec l'expérience, les fils peuvent se tisser. Une lettre cachée dans une cheminée, un homme mort lors d'une fête. Et sous la surface calme de Rose Hill Green, Miss Marple sentit quelque chose de plus sombre, la certitude qu'un meurtre avait bel et bien été commis. Chapitre 4. Le mauvais suspect. L'inspecteur Reeves se déplaça avec enthousiasme les jours suivants, sa présence dans le village étant aussi perceptible que le son des cloches de l'église. On le voyait aux portes, parlant gravement aux habitants, son carnet s'ouvrant et se refermant d'un coup sec, avec un son presque accusateur. Et bien qu'il n'ait fait aucune déclaration officielle, le rythme de ses questions révéla bientôt à Rose Hill Green, où les soupçons s'étaient installés. C'était sur Anne Price, la bonne à tout faire de la maison des Harding, sur laquelle le regard de l'inspecteur se tourna le plus intensément. Jugement chuchoté. Le mardi après-midi, l'affaire était déjà le sujet principal des ragots dans tout le village. Chez le boucher, madame Grant chuchota à madame Prose qu'on avait vu Anne pleurer devant l'épicerie. À la poste, M. Hampton déclara que la jeune fille avait toujours eu le regard fuyant. Même le jardinier du curé laissa entendre d'un ton sombre qu'il avait un jour surpris Anne flânant près d'Ivy House, comme si elle attendait quelqu'un. Et ainsi l'histoire s'est envenimée. Elle était près de la limonade. Elle était maladroite, nerveuse, toujours encombrant. Elle avait un amoureux au caractère douteux à Marleycombe.
On l'avait entendu dire qu'elle préférait voir M. Bartlett partir plutôt que de subir une autre de ses remarques joviales. Miss Marple, assise ce même après-midi près de l'âtre du presbytère avec son tricot, écoutait poliment Madame Locksley répéter anxieusement ses histoires. Elle ne fit aucun commentaire, si ce n'est pour dire « Les langues des villages sont rarement oisives, ma chère, et quand elles n'ont plus de fil pour les occuper, elles en filent une elles-mêmes. » Annonce de l'inspecteur Reeves. Ce soir-là, Reeves arriva au presbytère. Sa mâchoire était plus serrée que d'habitude, comme pour se protéger de toute contradiction. « Nous avons arrêté Anne Price pour interrogatoire, » a-t-il déclaré. Elle en avait l'occasion. Elle versait d'ailleurs de la limonade. Le mobile était moins clair, mais on parle d'une liaison avec un jeune homme en difficulté financière. Bartlett était un homme riche. Il a peut-être été persuadé ou résisté, qui sait. Madame Locksley haleta. « Oh, mais inspecteur, ce n'est qu'une enfant. » La voix de Reeves n'était pas méchante. « Les enfants grandissent vite dans le service, madame. Je ne peux pas ignorer les faits. » Miss Marple croisa les mains sur son tricot. « Les faits sont très utiles, inspecteur, » dit-elle doucement, « mais seulement s'ils sont exacts. J'ai constaté qu'on peut être submergé par des faits erronés, à tel point que la vérité est complètement occultée. » Reeves lui lança un regard vaguement impatient. « Et comment appelleriez-vous le bon genre, madame Marple ?»« Le genre de personne, » répondit-elle doucement, « qui révèle la nature humaine plutôt que de la dissimuler. Anne Price peut pleurer facilement, elle peut flâner, elle peut avoir un amoureux qui lui met la main à la poche. Mais je serais très surprise qu'elle ait le courage d'administrer du poison devant une foule de voisins et de distribuer ensuite calmement des gâteaux aux autres. Ce n'est pas une fille courageuse, inspecteur. C'est juste une idiote. » Reeves fronça les sourcils, mais ne dit rien de plus. Une visite à Ivy House. Le lendemain, Miss Marple se rendit à Ivy House portant un panier de raccommodage pour la forme. La gouvernante, reconnaissante de son oreille compatissante, l'accueillit. Le salon portait encore des traces de désordre, des chaises mal rangées, une légère odeur de feu éteint. Miss Clara Elwood, la secrétaire de compagnie, était là aussi, pâle mais calme, ses mains fines occupées à taper des lettres qui ne seraient jamais envoyées. « C'est affreux, Miss Marple, » dit-elle doucement. Monsieur Bartlett était inquiet depuis des jours. Il parlait d'une lettre, de trahison, de la nécessité d'agir vite, mais il refusait de se confier à moi. Il n'a finalement fait confiance à personne. « Même pas toi, ma chère ?» La voix de Miss Marple était bienveillante. Clara secoua la tête. « J'avais espéré... Enfin, peu importe. Je n'étais que sa secrétaire. » Miss Marple remarqua le rouge qui monta aux joues de la jeune fille. Une secrétaire, certes, mais peut-être quelque chose de plus profond dans son cœur. Les affections humaines étaient rarement bien rangées. Elle s'enquit de la grille. La gouvernante la conduisit à l'âtre, dont la brique venait d'être noircie. Miss Marple se pencha, visiblement difficile, pour scruter le fond sombre de la cheminée. On n'y voyait que de la suie, mais elle se redressa avec un léger soupir. « Tant de choses se cachent dans les cheminées, » dit-elle. « Pas seulement des lettres, mais aussi des peurs. » Les potins d'Elspeth Harding. Sur le chemin du retour à travers le verre, Miss Marple rencontra Madame Harding, droite et redoutable comme toujours. « Vous avez sans doute entendu dire, » dit sèchement Elspeth, « qu'Anne a été interpellée par la police. C'est une triste affaire, mais inévitable. Cette fille n'a jamais été fiable. Je l'ai toujours dit. »« Vraiment ?» murmura Miss Marple. « Je pensais que vous la gardiez malgré son manque de fiabilité. » Madame Harding lui lança un regard perçant. « Il faut faire avec dans un village. Les domestiques compétents sont rares. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, « il s'agit souvent de faire avec. Tout comme on fait avec quand on a peur. » Madame Harding rougit, une légère lueur d'agacement perturbant son expression. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Miss Marple. »« Peut-être pas, » dit Miss Marple d'un ton tout innocent. Le reflet de Miss Marple. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Miss Marple réfléchit à la question. Anne Price était stupide, insouciante, et peut-être même pleine de ressentiment.
Mais elle n'était pas, Miss Marple en était certaine, une meurtrière. La main qui avait versé le poison dans une cruche avait été plus ferme, plus subtile et bien plus déterminée qu'Anne ne pourrait jamais l'être. Et ainsi, tandis que la pluie crépitait doucement sur la fenêtre, Miss Marple reprit son tricot et pensa, non pas à la servante, mais au regard de soulagement d'Elspeth Harding, au rougissement de Clara Elwood et à une lettre à moitié brûlée dans une cheminée. Le meurtre n'était pas une folie d'enfant, c'était le désespoir d'un adulte. Chapitre 5. Rivalité et secret. Jeudi, Rose Hill Green était animée non seulement par les ragots, mais aussi par cette énergie particulière qui se dégage lorsque la tragédie lève le voile sur la vie ordinaire. Des ressentiments longtemps dissimulés et des spéculations murmurées commencèrent à affleurer, car rien ne révèle mieux la vérité d'un village que l'odeur du scandale. Le enquête-l'annonce avait été faite pour la semaine suivante, et chacun avait déjà son opinion sur ce que dirait le coroner. Pourtant, sous la surface des rumeurs se cachait un courant plus profond, que Miss Marple, avec sa patience discrète, avait commencé à pressentir. Les Harding en désaccord. Miss Marple croisa Monsieur et Madame Harding qui marchaient le long du parc. Leurs pas étaient vifs, leurs voix basses, mais l'agitation dans leurs gestes rendait toute dissimulation inutile. « Vraiment, Elspeth, disait Monsieur Harding, tu devrais être plus prudente. Tu parles comme si tu en savais plus que tu ne devrais. » Sa femme répondit sèchement, « Si je ne respecte pas les règles, qui le fera? C'est déjà assez grave que cette jeune fille ait déshonoré notre foyer. Je ne laisserai pas mon nom chuchoter en rapport avec le poison. » Ils remarquèrent la présence de Miss Marple et se turent aussitôt, hochant la tête avec raideur. Mais à cet instant, Miss Marple avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. Un mari craintif, une femme sur la défensive, et un fossé entre eux qui se creusait au lieu de se combler. Les confessions de Clara Elwood. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple revint à Ivy House sous prétexte de livrer des scones fraîchement cuits de la part de Madame Loxley. Elle trouva Clara Elwood seule, la machine à écrire de la jeune femme silencieuse. « Oh, Miss Marple, dit-elle d'une voix tremblante, c'est insupportable. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. La police me regarde comme si je cachais quelque chose. Et c'est peut-être le cas. Non pas de culpabilité, mais de honte. Honte, ma chère. » Le ton de Miss Marple était doux et encourageant. Clara joignit les mains. « Monsieur Bartlett m'avait fait des promesses. Insensées, peut-être. Il avait dit qu'il prendrait des dispositions dont je ne manquerai jamais. Mais bien sûr, il n'y avait rien d'écrit. Que des mots, que des allusions. Je craignais qu'il tarde. Et puis il devint nerveux, secret. Il y avait quelque chose dans une lettre, toujours une lettre, qui l'agitait. » Elle se détourna les épaules tremblantes. « Je sais à quoi ça doit ressembler. Mais je l'aimais, Miss Marple. Insensément peut-être, mais je l'aimais. » Miss Marple, qui avait vu bien des jeunes femmes se laisser séduire par le charme, considérait Clara avec compassion plutôt que réprobation. « L'amour est rarement sage, ma chère, dit-elle doucement. Il ne vous rend pas coupable, mais il peut vous rendre vulnérable. » Un mot tranquille avec le docteur Latham. Ce soir-là, Miss Marple rencontra Dr Latham sur le chemin du presbytère. Il portait sa trousse médicale, l'air épuisé. « Du poison, Madame Marple, admit-il à contre-cœur. C'est la seule conclusion. Une préparation de cyanure, sans aucun doute. La dose a été rapide, certaine. Mais que ce soit dans la limonade ou ailleurs, je ne peux pas encore en être certain. Et vous n'aviez vu aucun signe de mauvaise santé chez M. Bartlett auparavant ? Demanda Miss Marple. Absolument pas. Un homme courageux, trop courageux peut-être, mais pas du genre à mourir sans assistance. Miss Marple hocha la tête. Alors, il ne faut pas se demander s'il avait des ennemis, mais qui a bien pu le considérer comme un obstacle. Le médecin fronça les sourcils. Un obstacle ? Oui, dit Miss Marple, car le meurtre est rarement une question d'aversion, docteur. C'est une question d'empêchement. Motif révélé. À la fin de la semaine, d'autres fils de discussion ont commencé à apparaître.
Madame Hardingon murmurait qu'elle avait prêté une somme d'argent à M. Bartlett au nom de son mari, somme qui n'avait pas été remboursée. Les finances des Harding n'étaient pas aussi saines que leur réputation le laissait entendre. Clara Elwood, elle, s'était crue promise à un avenir, et avec cette promesse menacée, sa position était vraiment précaire. Madame Grant, bien qu'elle ait joué le rôle de la connaissance en deuil, la rumeur courait qu'elle appréciait les attentions de M. Bartlett bien plus ouvertement qu'elle ne le laissait entendre. Les longs voyages d'affaires de son mari absent offraient au village de nombreux sujets de spéculation. Même Dr Latamil n'était pas exempt de rumeurs. On disait que Bartlett l'avait pressé de faire un investissement commercial dans un nouveau dispositif chirurgical, et les esprits s'étaient échauffés. Toutes ces choses parvenaient aux oreilles de Miss Marple, non pas par un interrogatoire, mais par le simple fait d'écouter, autour d'une tasse de thé chez l'épicier, dans les petites pauses où les gens parlent plus librement qu'ils ne le voudraient. Soirée au presbytère. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau près de sa lampe, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. Ses pensées étaient aussi ordonnées que ses mailles. Anne Price, la servante effrayée, pouvait être arrêtée, mais elle n'était pas à l'origine du crime. Trop d'autres motivations étaient pointées du doigt. Argent, affection, orgueil, tels étaient les véritables mobiles, et ils pesaient lourdement sur les familles respectables de Rose Hill Green. Ses yeux s'attardèrent sur le morceau de papier à moitié brûlé que l'inspecteur Reeves lui avait montré. La cheminée. Pas un jour. L'urgence de ces mots la submergeait. Une lettre dans une cheminée, un homme mort lors d'une fête, et un village dont les secrets commençaient, à peine, à transparaître sous ses façades polies. Miss Marple posa son tricot et éteignit la lampe. Elle savait que d'autres révélations surgiraient. Sa longue expérience lui avait toujours prouvé que c'était le cas. Chapitre 6. Un deuxième choc. Le village de Rose Hill. Green avait à peine commencé à retrouver son calme qu'une nouvelle perturbation vint troubler son calme précaire. Le samedi matin, alors que les commerçants étalaient leurs marchandises et que les ménagères marchandaient des morceaux de viande chez le boucher, un cri retentit. Mais on Ivienne l'espace d'une heure, la nouvelle s'est répandue de chalet en chalet comme une traînée de poudre. Mademoiselle Clara Elwood, la compagne de M. Bartlett, avait été retrouvée inconsciente dans sa chambre. L'effondrement de Clara Miss Marple, qui marchait avec Madame Loxley pour livrer un panier de conserve à un paroissien alité, a été accueilli à mi-chemin par un agent de police perturbé. « Pardonnez-moi, madame, mais restez à votre mission. Il y a encore des ennuis à Ivy House. » Naturellement, Madame Loxley insista pour changer d'avis immédiatement, et ils arrivèrent donc dans la maison en émoi. La gouvernante se tordit les mains à la porte. À l'intérieur, Clara Elwood était allongée, pâle et immobile, sur son lit, la respiration saccadée. Des bouteilles et des verres sur la table de chevet avaient déjà attiré l'attention sévère de l'inspecteur Reeves. « Le docteur Latham dit qu'elle a été droguée », murmura Reeves à Miss Marple, baissant la voix pour que la gouvernante anxieuse ne l'entende pas. « Pas assez pour la tuer, Dieu merci, mais assez pour la faire taire. Du laudanum, probablement. Elle avait une petite bouteille près de son lit. Elle prétend n'y avoir jamais touché. Qu'en pensez-vous, Madame Marple ?» Miss Marple regarda la jeune femme d'un regard compatissant. « Cela dépend, inspecteur, si c'était un remède ou un avertissement. » Le village spécule. À midi, tout le village bourdonnait de nouveaux ragots. Certains ont déclaré que Clara avait tenté de se suicider, affligée par les soupçons qui pesaient désormais sur elle. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une preuve de culpabilité, une tentative d'évasion par la mort. Un murmure plus petit et plus sombre suggérait que quelqu'un avait essayé de la faire taire avant qu'elle ne puisse parler de ce qu'elle savait. Madame Harding, rencontrée devant le bureau de poste, était catégorique. « Cette jeune fille est instable. J'ai dit dès le début qu'il était imprudent pour un gentleman d'employer une compagne si jeune. Cela ouvre la porte au malentendu. » Miss Marple écoutait poliment, mais son regard, perçant sous la douceur, remarquait le léger tremblement de la main de Madame Harding,
tandis qu'elle triturait ses lettres. Une femme fière de sa stabilité ne tremblait pas sans raison. Une conversation tranquille avec Reeves. Ce soir-là, l'inspecteur Reeves visita à nouveau le presbytère. Il trouva Miss Marple dans le salon, ses aiguilles claquant comme si rien au monde ne pouvait la troubler. « Je n'aime pas ça, » dit-il brusquement. « D'abord Bartlett, maintenant cette fille. Si c'était un suicide, elle l'avouera à son réveil. Sinon, eh bien, ça veut dire que notre meurtrier est toujours à l'œuvre. »« Vous le saviez déjà, inspecteur, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Les meurtriers s'arrêtent rarement d'eux-mêmes. Ils ne s'arrêtent que lorsque le risque d'être découvert l'emporte sur le danger du silence. » Reeves fronça les sourcils et ouvrit son carnet. « Il y a autre chose. Clara s'est effondrée juste après qu'on l'a entendue se disputer avec Madame Harding. La gouvernante a entendu. Elle a dit que Madame Harding l'accusait d'avoir comploté pour l'argent de Bartlett. La jeune fille a nié avec véhémence. En moins d'une heure, elle était inconsciente. Coïncidence ? Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois, 2 fois, avant qu'elle ne les pose. Les coïncidences sont très pratiques, inspecteur. Elles évitent de trop réfléchir, mais elles surviennent rarement au bon moment. Reeves se pencha en avant. « Vous croyez que Madame Harding… » « Je crois, » interrompit doucement Miss Marple, « que Madame Harding est une femme habituée à tout contrôler. Pourtant, contrôler est fragile, inspecteur, et les choses fragiles se brisent sous la pression. » Le fragment d'une lettre. Tandis qu'il parlait, Reeves sortit de sa poche le morceau brûlé. Il le déposa soigneusement sur la table, entre eux. La cheminée. Pas un jour. Cela pourrait-il être lié à l'effondrement de Clara ? A-t-il demandé. Miss Marple étudia le fragment avec des yeux qui semblaient presque voir au-delà. « Tout est lié, inspecteur. La lettre dans la cheminée, la fête, le verre empoisonné, et maintenant la boisson droguée de ce pauvre enfant. On ne voit pas encore le motif, mais les fils sont déjà tissés. » Elle leva les yeux vers lui, son expression très douce et très ferme. « Soyez prudent, inspecteur. Le meurtrier n'a pas encore fini. » Réflexion du soir. Après le départ de l'inspecteur Reeves, Miss Marple resta un long moment près de l'âtre. Elle repensa au visage pâle de Clara, à la main tremblante de Madame Harding, aux mots pressants inscrits sur le bout de papier. Elle pensa aussi à la pauvre Anne Pryce, toujours retenue, effrayée et désemparée, tandis que la main demeurait libre. Un meurtre avait une fois de plus perturbé les eaux paisibles d'un village anglais. Et Miss Marple savait, avec la certitude tranquille de l'expérience, que tant que la vérité ne serait pas révélée, la paix ne régnerait pas à Rose Hill Green. Chapitre 7. Modèle dans la nature humaine. La pluie s'est arrêtée dimanche matin, laissant le village resplendissant comme fraîchement lavé. Rose Hill Green semblait paisible en apparence. De la fumée s'élevait des cheminées. Les cloches de l'église appelaient les fidèles, et les enfants pataugeaient dans les flaques d'eau en poussant des cris de joie. Pourtant, sous la surface, la suspicion et le malaise persistaient. Anne Pryce était restée en détention, bien qu'aucune charge n'ait encore été retenue contre elle. L'inspecteur était fermement convaincu qu'elle avait trafiqué le pichet de limonade. Elle avait à la fois un mobile et une opportunité, déclarait Reeves à tous ceux qui insistaient. C'est assez simple. Mais Miss Marple, qui savait que les êtres humains ne sont jamais aussi simples, pensait autrement. Conversation au presbytère. Cet après-midi-là, autour d'un thé, Miss Marple écouta Madame Locksley raconter les dernières nouvelles. « On dit, » murmura Madame Locksley, « que Clara Elwood s'est disputée non seulement avec Madame Harding, mais aussi avec le docteur Latham. Une histoire d'ordonnance. Mais le médecin est sûrement irréprochable. C'est trop choquant de penser le contraire. » Miss Marple sirota son thé, le regard pensif. « Les médecins, ma chère, sont des êtres humains comme les autres, et les êtres humains sont sujets aux mêmes vanités, aux mêmes faiblesses. Il ne faut jamais exclure ce qui est inconfortable, seulement l'impossible. » Madame Locksley frissonna légèrement. « On se croirait dans un roman, Miss Marple, sauf que je crains que la fin ne soit pas aussi nette. » Une visite à Madame Grant. Miss Marple a rendu visite à Madame Grant.
apparemment pour s'enquérir de ses rhumatismes. La dame la reçut dans un salon douillet, les joues rouges et les yeux un peu trop brillants. Des photographies de son mari absent ornaient la cheminée, bien que leur poussière suggérait qu'elles étaient moins souvent polies qu'exposées. En prenant le thé, Miss Marple observait avec une attention silencieuse le tapotement agité des doigts de Madame Grant contre sa tasse, la rapidité avec laquelle ses yeux se posaient sur la fenêtre lorsque des pas passaient dehors. « Monsieur Bartlett a été très gentil avec vous, » dit Miss Marple comme si elle remarquait la générosité d'un voisin. Madame Grant rougit. « Il était amical, Miss Marple. Peut-être trop amical. Les gens parlent, je sais, mais tout était parfaitement innocent. » « Bien sûr, » acquiesça Miss Marple d'un ton léger. « Il arrive parfois, ma chère, que l'on confonde attention et affection. Et l'affection, une fois encouragée, peut mener à des complications, surtout quand le mari est absent. » Les yeux de Madame Grant se remplirent soudain de larmes. « Ce n'était pas aussi terrible qu'on le dit. Il voulait seulement m'aider. Mais je crains qu'il ne m'ait promis plus que ce qu'il comptait tenir. Et peut-être d'autres aussi. » Miss Marple rangea cela avec sa discrétion habituelle. Les promesses, pensait-elle, étaient à l'origine de bien des tragédies. La détermination de l'inspecteur Reeves. Ce soir-là, Reeves se rendit une fois de plus au presbytère. Son attitude était vive, presque triomphante. « Nous avons d'autres preuves contre la bonne, » déclara-t-il. Le chimiste de Marlécombe se souvient lui avoir vendu une petite quantité de cyanure, soi-disant pour tuer les guêpes. Elle prétend que c'est Madame Harding qui l'a envoyé, mais Madame Harding nie catégoriquement. Madame Locksley haleta. « Alors c'est vrai. La pauvre fille. » Mais Miss Marple resta imperturbable. La pharmacienne se souvenait-elle si elle s'était payée elle-même, inspecteur, ou si l'argent était déjà prêt? Reeves fronça les sourcils. Il a dit qu'elle avait déposé des pièces sur le comptoir, la monnaie exacte. « Ah, » dit Miss Marple doucement, « c'est curieux. Les servantes ont rarement sur elles le montant exact pour des achats inhabituels. À moins, bien sûr, qu'on leur donne l'argent et qu'on leur donne des instructions. » La mâchoire de Reeves se serra. « Vous insinuez que Madame Harding a menti ? » « Je suggère simplement, » dit Miss Marple avec un léger sourire, « que les faits sont parfois disposés avec autant de soin que des gâteaux sur une table de fête. Ils paraissent impeccables jusqu'à ce qu'on remarque une pièce qui n'est pas à sa place. » Miss Marple réfléchit. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Miss Marple retourna sur ce qu'elle avait observé. Anne Price, idiot, facilement manipulable, mais à peine assez audacieux pour empoisonner un homme devant la moitié du village. Madame Harding, une femme au contrôle strict, qui avait des raisons, financières et autres, de souhaiter le départ de Bartlett. Clara Elwood, jeune, vulnérable, accrochée à des promesses jamais tenues. Madame Grant, pris dans la dangereuse toile de l'admiration et de l'indiscrétion. Docteur Latham, un homme avec une fierté professionnelle, peut-être compromise par des relations d'affaires. Et à travers tout cela, l'écho des mots à moitié brûlés. La cheminée. Pas un jour. Une lettre cachée à la hâte, un homme désespéré et quelqu'un d'assez intelligent pour la récupérer avant qu'il ne le puisse. Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement à la lumière de la lampe. Le motif n'était pas encore terminé, mais elle voyait déjà où certaines mailles devaient tomber. Chapitre 8. Question d'argent. Dès le lundi matin, l'inspecteur Reeves avait détourné son attention des ragots pour se concentrer sur les récits. Si la mort de Bartlett n'était pas due uniquement au hasard ou au sentiment, elle pourrait bien être imputée à argent, car l'argent, songea Miss Marple, était la source de plus de maux que toutes les passions réunies. La réticence du solliciteur M. Harding, le notaire du village, avait été convoqué au bureau temporaire de Reeves, dans la salle de classe du presbytère. Il arrive l'air épuisé, ses lunettes glissant sur son nez, ses manières précises jusqu'à la raideur. « Vous comprenez, inspecteur, dit-il gravement, qu'un avocat est tenu à certaines confidentialités.
La voix de Reeves était sèche. « Et vous comprenez, monsieur, qu'un homme a été empoisonné. Si votre client est mort, alors ses secrets sont des preuves. » Finalement, Harding céda. Il sortit un mince registre et parla avec le ton prudent de quelqu'un qui ne trahit son honneur professionnel que sous la contrainte. Il est vrai que Bartlett a beaucoup investi. Des sociétés d'ingénierie, des instruments spéculatifs, et même une entreprise minière à l'étranger. Il était insouciant du détail, mais avide de profit. Et Harding hésita. Il devait de l'argent, à plusieurs parties. Des noms, a demandé Reeves. La réticence de Harding s'accentua. À moi-même, inspecteur. Un prêt privé. Le remboursement avait été promis, mais... Son regard se porta vers la fenêtre, où l'on pouvait à peine apercevoir Miss Marple marchant avec Madame Locksley sur le green. La promesse n'a pas été tenue. La révélation de Clara. Cet après-midi-là, Clara Elwood, encore pâle après son malaise mais suffisamment rétablie, demanda à parler à Reeves. Miss Marple, par hasard, se trouvait à proximité et s'inséra discrètement dans la conversation avec le tact d'une femme capable de se rendre invisible au besoin. « Monsieur Bartlett s'est confié à moi, » dit Clara avec sérieux. « Pas tout, mais suffisamment. » Il avait peur. Il disait que quelqu'un l'avait trompé, qu'il avait abusé de lui. Il parlait d'une lettre qui prouverait l'affaire. Il avait l'intention de la montrer à M. Harding, je crois. Mais lorsqu'il a fouillé la cheminée, elle avait disparu. « A-t-il donné le nom de quelqu'un » demanda sèchement Reeves. Clara secoua la tête. Juste que c'était une personne en qui il avait confiance. Il semblait... Oh, Miss Marple, il semblait avoir le cœur brisé. La trahison fait plus mal que la perte d'argent. Le regard bienveillant de Miss Marple s'adoucit. Oui, ma chère, on pardonne plus vite un vol qu'une trahison. L'anxiété de Madame Grant. Plus tard, Miss Marple est venue me voir, Madame Grant, qui l'a reçue dans un état d'agitation visible. Son salon était en désordre, un manquement rare pour une femme aussi soigneuse. « Je ne peux pas le supporter, Miss Marple, » avoua-t-elle. « L'inspecteur m'a posé des questions terribles à propos de M. Bartlett pour savoir s'il m'avait donné de l'argent. Il l'a fait, vous savez, de petites sommes. Pour la maison, a-t-il dit, mais c'était de la gentillesse, rien de plus. » Miss Marple lui tapota la main. « La gentillesse, ma chère, est rarement interprétée de la même manière par celui qui la donne et celui qui la reçoit. Avez-vous caché ces sommes à votre mari ?» Madame Grant rougit. « Eh bien, il n'aurait pas compris. » « En effet, » dit Miss Marple doucement, « les secrets sont très rarement compris. » Rapport de l'inspecteur Reeves. Ce soir-là, Reeves retourna au presbytère avec des nouvelles. « Les affaires de Bartlett sont un véritable casse-tête, » admit-il. « Des dettes, des prêts, des promesses, tout autour. Harding lui-même a des dettes. Clara prétend avoir reçu une promesse de soutien. Madame Grant a accepté des cadeaux. Et le docteur Latham. Il existe des preuves que Bartlett l'a poussé à investir dans ce dispositif chirurgical. Il a refusé, et il y a eu une dispute. Chacun d'eux a un mobile, à mon avis. »« Et la servante Anne ?» demanda Miss Marple. « Elle n'avait rien à gagner à moins que quelqu'un ne se serve d'elle comme d'un piège, » répondit Reeves. « Mais je ne peux toujours pas l'exclure. » Miss Marple hocha la tête, l'air pensif. « L'argent est rarement le seul mobile, inspecteur. Il est très utile pour dissimuler autre chose. » Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, contemplant la verdure où la lumière des lampes éclairait faiblement l'herbe mouillée. Elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'apprendre. Harding, des transactions financières, de l'orgueil, une femme qui l'a peut-être poussé plus loin que sa conscience ne le souhaitait. Clara, promesse brisée, affection trahie. Madame Grant, cadeau reçu, secret de son mari. Docteur Latham, querelle d'argent, fierté professionnelle en jeu. Madame Harding, le plus contrôlé de tous, mais celui qui a le plus à perdre si le contrôle était rompu. Et toujours les mots de la lettre, la cheminée. Pas un jour.
La lettre était censée révéler quelque chose, ou quelqu'un, et quiconque craignait d'être exposé avait réduit George Bartlett au silence avant qu'il puisse agir. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux et joignit les mains. Un motif se dessinait. Mais il manquait encore des pièces, et elle savait que dans de telles énigmes, le moindre détail négligé pouvait tout changer. Chapitre 9. Les petits indices. Le mardi matin, le village était devenu agité. L'effervescence des ragots cédait la place à une fatigue nerveuse. Les gens aspiraient à une résolution, mais redoutaient ce qu'elle pourrait révéler. La police s'affairait à rédiger des déclarations et des listes, tandis que Miss Marple, le regard calme et son tricot toujours à la main, s'intéressait aux choses que d'autres considéraient comme insignifiantes. La serviette. Elle n'avait pas oublié la serviette en papier plié qu'elle avait remarquée lors de la première confusion de la fête, une serviette légèrement tachée de nacre. La servante l'avait balayée avec le reste du désordre, et Miss Marple avait alors remarqué que les broutilles, si on les néglige, ont tendance à disparaître à jamais. Mais la chance sourit aux observateurs. En traversant l'arrière-cuisine, elle aperçut une liasse de vieux papiers et d'ordures destinées à la poubelle. Là, parmi les restes, se trouvait la serviette, froissée maintenant mais reconnaissable. Elle l'examina attentivement sous la lumière vive de la fenêtre de la cuisine. La tache avait séché en une légère croûte, irrégulière et luisante. Ni sucre, ni citron. Tout autre chose. Elle replia la serviette dans son sac à tricot. Elle ne dirait rien pour l'instant, ce n'était pas nécessaire. Mais sa conviction grandissait. Le breuvage fatal n'avait pas été versé au hasard. Le pichet à citron. Plus tard dans la journée, elle fit une promenade tranquille devant le jardin des Harding, où l'agent Evans était posté pour surveiller les provisions de la fête. 2 pichets de limonade, soigneusement étiquetés, se trouvaient encore sous la tente. Miss Marple, avec son air de grand-mère imprécise, admira la guirlande, demanda des nouvelles de la mère d'Evans et réussit à jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'une des cruches brillait, immaculée. L'autre portait un léger filet sec près du bord, encore collant. Miss Marple remarqua avec intérêt que l'anse était plus brillante d'un côté que de l'autre, comme si elle avait été essuyée à la hâte avec un chiffon humide. Pas lavée, juste frottée. Une main négligente aurait pu le faire, mais pas celle d'Elspeth Harding, pensa-t-elle, et certainement pas celle d'Anne Price, qui aurait été réprimandée pour un tel manque de soin. La cheminée. Cet après-midi-là, l'inspecteur Reeves ordonna un second ramonage de la cheminée d'Ivy House. Cette fois, sur la suggestion de Miss Marple, le ramoneur examina non seulement le conduit principal, mais aussi la petite cavité latérale. Il en sortit un fragment de papier carbonisé, à peine plus qu'un bord, avec un demi-mot dessus. NCE. Reeves le jugea inutile, mais les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Elle rangea le détail avec autant de soin que si elle l'avait glissé entre les pages d'un livre. Hasard, finance, entrée, innocence. Les mots en disent peut-être plus par ce qu'ils suggèrent que par ce qu'ils révèlent. Le feuillet de Madame Harding. Le soir même, Miss Marple croisa Madame Harding quittant le bureau de poste. Elles échangèrent des salutations polies, mais au cours de leur brève conversation, Elspeth dit, sans réfléchir, « Bien sûr, Anne n'aurait jamais dû être envoyée chez le pharmacien. » Cela ne pouvait manquer d'être remarqué. Elle rougit un instant plus tard, réalisant ce qu'elle avait laissé échapper. Enfin, corrigea-t-elle, si tant est qu'elle y soit allée. On entend tellement d'exagération. Miss Marple hocha la tête comme pour témoigner sa sympathie. Tout à fait, ma chère. Les conversations villageoises peuvent être très inventives. Pourtant, c'est intéressant de voir comment ces petites courses restent gravées dans la mémoire. Madame Harding s'éloigna précipitamment, le visage figé par l'agacement qu'elle ressentait à cause de sa propre langue. Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans sa chambre, la serviette étalée sur la table devant elle. Autour d'elle se trouvaient ses aiguilles à tricoter,
une pelote de laine bleu pâle et l'ordre paisible de son sac de voyage. Pourtant, ses pensées étaient tout sauf oisives. La serviette, avec sa tache nacrée, la cruche, essuyée à la hâte comme pour cacher un contact, le raclement de cheminée, la cheminée, pas un jour, et maintenant, NCE. Remarque négligente de Madame Harding. Des morceaux, encore dispersés, mais se rassemblant vers une forme. L'inspecteur Reeves, elle le savait, était assez habile avec les preuves, mais il lui manquait une longue expérience de l'observation de la nature humaine. Ses lapsus, ses habitudes de dissimulation, ses tentatives habiles de contrôle. C'étaient précisément ces choses qui trahissaient toujours. Miss Marple replia la serviette et attrapa son tricot. « Il faut être patient, » murmura-t-elle. « Les modèles ne se révèlent pas à la hâte, mais une fois vus, ils ne peuvent plus passer inaperçus. » Les aiguilles claquaient doucement dans la pièce silencieuse, et dans son esprit, le schéma du meurtre commençait, point par point, à émerger. Chapitre 10. Le filet se resserre. Mercredi, l'ambiance à Rose Hill Green était tendue. L'enquête se profilait, la police persistait à soupçonner Anne Pryce, et pourtant, les rumeurs d'autres mobiles abondaient. Les ménagères s'attardaient plus que d'habitude à faire leurs courses, échangeant des remarques furtives. Les hommes à l'auberge hochèrent la tête en buvant une pinte, persuadés d'en savoir plus que la police. Pendant tout ce temps, Miss Marple avançait sereinement, tricotant à la main, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle attendait, avec la patience d'une longue habitude, que les fils se tordent en un nœud. La frustration de l'inspecteur Reeves. Dans la salle de classe du presbytère, Reeves s'est plaint ouvertement au vicaire. Les preuves sont contradictoires. Harding avait de l'argent en jeu, Madame Grant avait des irrégularités à dissimuler, la jeune Clara attendait des faveurs, la servante achetait du poison, et Madame Harding. Il s'interrompit, jetant un regard inquiet à Miss Marple, assise non loin de là, ses aiguilles cliquetant. « Madame Harding ?» demanda-t-elle doucement. Reeves fronça les sourcils. Elle contrôle chaque détail avec trop d'acuité. Si elle a menti en disant qu'elle avait envoyé Anne chez le pharmacien, ça ouvrirait un trou de plusieurs kilomètres. Mais elle ne serait sûrement pas aussi maladroite. Et pourtant, je ne peux pas la mettre de côté. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Inspecteur, les gens sont rarement maladroits quand ils agissent que par habitude. C'est lorsqu'ils sont sous pression qu'ils se trahissent. » La détresse de la servante. Cet après-midi-là, Miss Marple réussit à rendre visite à Anne Pryce, désormais logée au commissariat. Elle la trouva trempée de larmes et tremblante, les mains tordues dans son tablier. « Je n'ai rien fait, madame, » lâcha-t-elle. « Je n'ai jamais touché au verre de M. Bartlett. Madame Harding m'a dit d'aller chercher la poudre à guêpes, et elle m'a donné l'argent. Exactement, au centime près. Elle m'a dit de ne pas traîner non plus. Et maintenant, elle nie. » Miss Marple posa doucement la main sur le bras de la jeune fille. « Allons, allons, ma chère. Vous devez dire à l'inspecteur exactement ce que vous m'avez dit, et assurez-vous de lui dire exactement la monnaie. C'est important. » Anne renifla. « Mais il ne me croit pas. Personne ne me croit. »« Alors peut-être, » dit doucement Miss Marple, « il est temps que quelqu'un l'aide à croire. » Un mot avec Madame Grant. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Madame Grant. Elle la trouva arpentant son salon, visiblement agitée. « Mademoiselle Marple, je ne peux pas le supporter, » s'exclama-t-elle. « S'il condamne cette pauvre fille et que ce n'est pas vrai, oh, ce sera sur nos consciences à tous. J'ai peut-être été stupide, mais je ne suis pas une meurtrière. » L'expression de Miss Marple était toujours aussi douce. « Bien sûr que non, ma chère, mais vous devez comprendre que la bêtise et le meurtre se rencontrent parfois. Un mot gentil, un peu d'argent, une promesse non tenue. Ils peuvent s'en prendre aussi bien aux innocents qu'aux coupables. » Madame Grant resta assise, lourdement, les yeux écarquillés par une peur soudaine. « Vous voulez dire que Bartlett m'a promis la même chose qu'à Clara ?»
Miss Marple ne répondit pas directement. Les hommes qui apprécient l'admiration se limitent rarement à un seul. Admirateur. C'est pourquoi ils finissent si souvent par avoir des ennuis. Le piège psychologique. Ce soir-là, Miss Marple était assise avec l'inspecteur Reeves près du feu dans le bureau du presbytère. Il était las, frustré, son carnet plein mais insatisfaisant. « Je ne sais plus où donner de la tête », a-t-il admis. Chaque piste se retourne contre elle-même. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. Alors peut-être devrions-nous cesser de suivre des pistes et commencer à surveiller les gens. Voyez-vous, inspecteur, un coupable qui croit avoir échappé aux soupçons se détendra. Mais un coupable qui craint d'être découvert se trahira au premier indice. Reeves haussa un sourcil. Et comment proposez-vous qu'on organise ça? À titre de suggestion, inspecteur, dit simplement Miss Marple. Un mot échappé, une rumeur répandue, une petite discussion sur des preuves découvertes dans la cheminée, des preuves qui pourraient bien être révélées. Nous verrons bien qui est inquiet et qui est simplement curieux. Reeves réfléchit, puis hocha lentement la tête. Un piège, tu veux dire? Un piège très doux, répondit Miss Marple. Mais parfois, les pièges les plus doux sont les plus efficaces. Réflexion du soir. Cette nuit-là, alors qu'elle pliait soigneusement son tricot, Miss Marple pensa à tout ce qu'elle avait vu. La cruche essuyée, la serviette avec sa tache nacrée, la femme de chambre avec sa monnaie exacte, le lapsus de Madame Harding, l'effondrement de Clara après une dispute, les mots à moitié brûlés de la lettre. L'étau se resserrait, non pas autour de la pauvre Anne Pryce, mais autour d'une autre. Et Miss Marple savait qu'avant longtemps, la main coupable se révélerait. Car la nature humaine, mise à rude épreuve, ne manque jamais de montrer ses fissures. Chapitre 11. Le rassemblement au presbytère. Jeudi après-midi, le presbytère accueillit ce que Madame Locksley qualifia de simple réunion. En réalité, ce n'était pas si simple. Sous couvert d'offrir réconfort et convivialité, elle avait invité plusieurs des personnes les plus concernées par la mort de George Bartlett. Madame Locksley n'était pas du genre à soupçonner une stratégie, mais mademoiselle Marple, qui avait discrètement suggéré l'idée, savait pertinemment que de telles réunions en disaient plus que n'importe quel interrogatoire. Les invités se rassemblent. Le salon s'emplit bientôt d'un brouhaha de voix et de tasses en porcelaine. Madame Grant arrive la première, tremblante et désolée, les mains tremblantes en déposant une assiette de biscuits. Clara Elwood suivit, pâle et fragile encore, escortée par la gouvernante d'Ivy House, visiblement protectrice envers sa protégée. Les Harding suivirent, Elspeth la posture rigide, son mari silencieux et le regard lourd. Finalement, le docteur Latham les rejoignit, l'air vif mais mal à l'aise, comme s'il n'appréciait pas d'être mêlé aux affaires domestiques. Miss Marple était assise tranquillement dans son coin, tricotant, apparemment une vieille dame bienveillante parmi eux. Mais rien ne lui échappait. Le sourire crispé de Madame Harding, le regard nerveux de Clara vers Madame Grant, la main crispée du docteur sur sa tasse. Les ragots comme à pas. C'est Madame Locksley, affairée avec des théières et des scones, qui a fourni l'ouverture dont Miss Marple avait besoin. Quelle affreuse histoire avec cette cheminée à Ivy House, dit-elle avec l'insouciance de quelqu'un qui répète ce qui est le plus frais. L'inspecteur Reeves me dit qu'il pourrait y avoir d'autres papiers là-haut. Imaginez tous ces secrets cachés dans la suie. L'effet fut immédiat. Clara retint bruyamment son souffle, Madame Grant pâlit, le docteur Latham fronça les sourcils, et les yeux d'Elspeth Harding clignèrent d'une alarme manifeste, avant qu'elle ne les pose sur sa soucoupe. Les aiguilles de Miss Marple cliquetaient sans cesse. « Oui, dit-elle doucement, les cheminées sont des endroits tellement curieux pour cacher des secrets. Elles en préservent plus qu'on ne le pense. Une cachette bien ridicule, vraiment. » Madame Harding s'exprima sèchement. Idiot ou pas, je ne vois pas pourquoi chaque mot griffonné par M. Bartlett devrait nous concerner tous. Cet homme était négligent, voire imprudent. S'il a caché une lettre, c'est parce qu'il savait que cela ne lui ferait aucun honneur.
La salle se figea sous l'intensité de sa voix. Monsieur Harding s'agita, mal à l'aise, tandis que madame Grant regardait tour à tour les visages, les yeux écarquillés d'effroi. Petites observations, Miss Marple laissa la conversation errer, parlant peu mais observant attentivement. Elle remarqua les mains tremblantes de Clara à chaque fois qu'on parlait de la cheminée, l'empressement de madame Grant à approuver toute remarque qui la distanciait de Bartlett. Le docteur Latham a rejeté sèchement le mélodrame domestique, même si son moral s'est accru lorsque Harding a parlé d'argent. Et surtout, l'effort d'Elspeth Harding pour garder son sang-froid, trahi par le léger tremblement de sa cuillère à café contre sa tasse. C'était suffisant. Un aparté tranquille. Lorsque la compagnie s'est divisée en petits groupes, Miss Marple a réussi à parler avec l'inspecteur Reeves, qui était venu sous prétexte de rassurer les villageois. « Voyez-vous, inspecteur, murmura-t-elle, ce n'est pas toujours ce que les gens disent qui compte, mais leur réaction lorsqu'on évoque certains sujets. Les cheminées, par exemple, les lettres, l'argent. Chaque mot est comme un caillou jeté dans l'eau. Les ondulations indiquent la profondeur. » Reeves lui lança un regard interrogateur. « Et quelles sont les ondes qui vous préoccupent le plus, madame Marple ?» Elle esquissa son doux sourire de grand-mère. « Eh bien, inspecteur, je ne voudrais pas vous nuire, mais je pense que nous verrons bientôt qui craint le plus la vérité. Encore un peu de patience et les vagues déferleront sur le rivage. » Réflexion du soir. Ce soir-là, alors que le dernier invité partait et que le silence regagnait le presbytère, Miss Marple retourna dans sa chambre et posa son tricot. Elle avait vu ce dont elle avait besoin, les gestes de trahison, les regards nerveux, l'attention sous les mots polis. Le piège était presque prêt, encore une légère traction sur les fils, et le tissu tout entier se révélerait. « La nature humaine », murmura-t-elle en repliant soigneusement son tricot, tellement semblable à de la broderie. Un seul fil tiré, et tout le motif se défait. Chapitre 12. Les sources du piège. Vendredi, l'aube était claire et lumineuse, le premier jour véritablement doré depuis la fête, et pourtant, une certaine lourdeur régnait à Rose Hill Green. Les portes habituellement ouvertes en guise de bienvenue étaient closes, les rideaux à moitié tirés, et même le chant des oiseaux semblait moins assuré. Le village attendait, avec cette tension qui règne dans un village où chacun sait que quelque chose de nouveau va se produire. Miss Marple, quant à elle, continuait sa matinée sereinement, son sac à tricot au bras, tandis qu'elle se dirigeait vers le jardin. Elle s'arrêtait ici et là pour échanger quelques mots doux, tout en semant les graines d'une rumeur qui allait bientôt porter ses fruits. Un mot sur la cheminée. Chez l'épicier, elle remarqua nonchalamment que l'inspecteur Reeves était très optimiste quant à la récupération d'autres fragments de la cheminée d'Ivy House. À la poste, elle fit remarquer que l'écriture sur papier brûlé pouvait être restaurée grâce à des méthodes modernes. Lorsqu'elle retourna au presbytère pour le déjeuner, les rumeurs se répandirent déjà. La police avait trouvé une lettre dans la cheminée, et son contenu serait bientôt connu. Ce n'était pas vrai, pas encore. Mais Miss Marple connaissait la nature humaine. Ceux qui craignaient une découverte trembleraient à cette seule éventualité. Réactions inquiétantes. Dans l'après-midi, la place du village montrait des signes d'inquiétude. Madame Grant passa précipitamment avec son panier, refusant de croiser le regard. Clara Elwood s'attardait près du mur du cimetière, pâle comme un parchemin, comme hésitante entre fuir et se confier. On vit le docteur Latham arpenter son cabinet comme un animal en cage, s'arrêtant dès que des pas retentissaient à l'extérieur. Mais c'est Elspeth Harding qui en révéla le plus. Rencontrée par Miss Marple près de la porte du presbytère, elle débordait d'énergie. « Vraiment, Miss Marple, cette histoire de lettres est ennuyeuse. On croit n'importe quoi. On n'a rien trouvé. Rien n'a pu être trouvé. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple. « Et pourtant, on ne sait jamais. Les cheminées gardent les secrets mieux que les humains. Tôt ou tard, elles laissent échapper quelque chose. » Le rouge de madame Harding monta, ses lèvres se pincèrent, et elle partit aussitôt, d'un pas sec sur le gravier.
L'inspecteur Reeves consulte. Ce soir-là, Reeves revint au presbytère. Il semblait fatigué mais intrigué. « Vous avez mis le village en pleine forme, Madame Marple. Ils parlent tous de l'être dans les cheminées. Qu'attendez-vous » Miss Marple posa son tricot et sourit. « Seulement que quelqu'un se dévoilera, inspecteur. La peur d'être découvert est plus forte que la découverte elle-même. Observez attentivement, et vous verrez. » Reeves fronça les sourcils, mais hocha lentement la tête. « Très bien. Si tu as un plan, je te donnerai la corde pour l'exécuter. » Le moment de tension. Cela arriva plus tôt que prévu. Le lendemain matin, l'agent Evans rapporta que Madame Harding avait été vue entrant seule dans la tente de la fête aux premières lueurs du jour, alors qu'elle était censée être fermée à clé. Interrogée, elle affirma être allée chercher son parapluie, oublié là par erreur. Mais la suggestion discrète de Miss Marple était suffisante. Peut-être craignait-elle qu'une preuve ait été oubliée, quelque chose dans une cruche, un verre ou une serviette. Le regard de Reeves s'éclaircit. Alors c'est ça. Elle pensait que la lettre n'était peut-être pas la seule chose. Miss Marple esquissa un léger sourire. Les gens qui rangent trop, inspecteur, se mettent souvent dans le pétrin. Réflexion du soir. Cette nuit-là, Miss Marple était de nouveau assise à sa fenêtre du presbytère, contemplant la place du village baignée de clair de lune. Le piège était tendu, et il commençait déjà à se refermer. La main coupable, poussée par la peur, avait agi trop tôt. Et bientôt, tout Rose Hill Green saurait ce que Miss Marple soupçonnait déjà. La mort de George Bartlett n'avait rien à voir avec une servante stupide ou un ver imprudent, mais avec le secret caché dans une cheminée et les mesures désespérées prises pour l'y maintenir. Miss Marple plia soigneusement son tricot. Le modèle était presque terminé. Il ne restait que les dernières mailles. Chapitre 13. La confrontation finale. Le samedi soir apportait une attente feutrée. La rumeur s'était répandue que l'inspecteur Reeves avait l'intention de réunir les principales parties au presbytère pour éclaircir les choses avant l'enquête. En réalité, c'était mademoiselle Marple qui avait gentiment suggéré une telle rencontre. Elle savait pertinemment que le moyen le plus simple de démasquer une culpabilité n'était pas seulement de recueillir des preuves, mais d'observer comment la nature humaine se comporte sous la pression. Le rassemblement. Le salon s'est à nouveau rempli de personnages familiers. Madame Harding, droite et posée, bien, que ses lèvres soient plus serrées que d'habitude. Monsieur Harding, silencieux, les yeux troublés derrière ses lunettes. Clara Elwood, pâle et nerveuse, tordant un mouchoir sur ses genoux. Madame Grant, flottant, son visage tiré par l'appréhension. Docteur Latham, vif et impatient, souhaitant clairement que toute cette affaire soit derrière lui. L'inspecteur Reeves présidait, carnet à la main, mais ses yeux cherchaient fréquemment Miss Marple, qui était assise avec son tricot prêt, apparemment absorbée à compter les mailles. Les mots d'ouverture Reeves commença solennellement. « Mesdames, messieurs, cette enquête a perturbé tout le village. Il faut que tout soit clair. On m'a assuré que de nouvelles preuves avaient été révélées. Madame Marple, peut-être pourriez-vous... » Miss Marple leva les yeux, l'air doux. « Ce n'est rien d'aussi grandiose, inspecteur. Juste de petites observations. Des broutilles, pourrait-on dire. Pourtant, ce sont précisément les broutilles qui font trébucher les gens. » Elle marqua une pause, laissant son regard se poser brièvement sur chaque visage. Une serviette avec une tache étrange, une cruche essuyée à la hâte, une femme de chambre envoyée chez le pharmacien avec la monnaie exacte qu'elle n'aurait pas pu apporter elle-même, une lettre à moitié brûlée dans une cheminée, et l'étrange soulagement sur le visage d'une dame lorsque M. Bartlett est tombé raide mort à la fête. L'accusation approche. Il y eut un mouvement dans la pièce. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Les mains de Madame Grant tremblèrent. Le docteur Latham fronça les sourcils. Mais ce fut Elspeth Harding qui parla sèchement. « C'est absurde. Des histoires de vieilles femmes. Suggérer ?» Miss Marple l'interrompit doucement, ses aiguilles cliquetant de nouveau.
Chère Madame Harding, c'est précisément parce que je suis vieille que j'ai appris à remarquer ce genre de choses. Voyez-vous, je savais qu'Anne Price n'avait pas conçu ce plan elle-même. Elle est stupide, mais pas audacieuse. Quelqu'un de plus intelligent l'a guidée, quelqu'un qui a fourni l'argent pour le poison, puis l'a nié. Quelqu'un qui craignait la lettre de Bartlett dans la cheminée, et qui, lorsque la rumeur s'est répandue que d'autres fragments pourraient encore être découverts, n'a pu résister à l'envie de retourner à l'attente de la fête à l'aube. Le visage de Madame Harding avait pâli. Son mari s'agitait à côté d'elle, mal à l'aise, la main à moitié levée comme pour la retenir. « Vous ne pouvez pas prouver... » commença-t-elle, mais sa voix tremblait. Le glissement révélateur Miss Marple posa calmement son tricot. « Au contraire, Madame Harding, vous l'avez prouvé vous-même. Quand j'ai parlé du pharmacien, vous avez dit qu'Anne n'aurait jamais dû être envoyée. Comment pouviez-vous savoir qu'elle était envoyée, à moins que ce ne soit vous qui l'ayez envoyée? Ces erreurs, voyez-vous, sont les petites fissures par lesquelles la vérité transparaît. » Le silence régnait dans la pièce. Puis M. Harding prit la parole, d'une voix basse et brisée. « Elspeth! Oh, Elspeth! Qu'as-tu fait ?» Elle se tourna vers lui avec férocité. « Ce que j'avais à faire. Cet homme, Bartlett, nous aurait ruinés. Il s'est occupé de nos dettes, s'est moqué de notre réputation, a menacé de tout révéler. Je ne voulais pas que notre nom soit traîné dans la boue. Je nous ai protégés, comme je l'ai toujours fait. » Son sang-froid, si longtemps son armure, avait finalement craqué. L'inspecteur Intervient-Reeves se leva lentement, le visage grave. « Madame Harding, vous comprenez ce que vous avez admis. Je dois... » Mais la voix douce de Miss Marple l'interrompit une fois de plus. « Ne nous précipitons pas, inspecteur. La loi doit suivre son cours, oui, mais rappelons-nous que Madame Harding n'a pas agi par pure malveillance, mais par peur. Peur de la disgrâce, peur de la perte. Un meurtre n'est jamais excusable, mais il est toujours, à sa manière, compréhensible. » Reeves inclina solennellement la tête. « Alors l'affaire est claire. L'enquête aura sa réponse. » Miss Marple réfléchit, tandis que la compagnie se dispersait. Clara en larmes, Madame Grant pâle de soulagement, Monsieur Harding accablé de honte. Mademoiselle Marple ramassa son sac à tricot. Son regard était pensif, sans triomphe. « La nature humaine, inspecteur, » murmura-t-elle tandis qu'ils se tenaient ensemble près du foyer vide. « C'est toujours pareil. L'orgueil, la peur, le ressentiment. Ils se manifestent dans les plus petites choses. Et ce sont les plus petites choses qui nous disent la vérité. » Reeves la regarda avec respect. « Vous avez fait mon travail, Madame Marple. »« Oh non, » dit-elle avec un sourire doux. « J'ai simplement fait ce que font toutes les villageoises, remarquer ce que les autres négligent. » Chapitre 14. L'explication et les conséquences. Le lundi suivant, l'enquête de Marlécombe attirait une foule nombreuse. Les agriculteurs quittaient leurs champs, les commerçants fermaient leurs portes, et la moitié des habitants de Rose Hill Green se déplaçaient en charrette ou à vélo pour entendre le verdict. Peu d'entre eux avouèrent à haute voix s'attendre à un drame, mais l'éclat de leurs yeux le trahissait. Miss Marple, assise au fond avec son tricot, n'avait rien de plus qu'une vieille dame tranquille, mais l'inspecteur Reeves lui adressa un signe de tête respectueux en passant. Il savait, comme elle, que c'était son regard perçant et sa compréhension sereine qui avaient révélé la vérité. Les conclusions du coroner. Le coroner parla gravement de poison, de cyanure ingéré dans un verre de limonade. Il déclara que la mort de George Bartlett ne pouvait être attribuée à des causes naturelles. Des témoins déposèrent le médecin, la femme de 10e chambre, Clara Elwood, et même Madame Grant. Finalement, Elspeth Harding elle-même, pâle mais redevenue calme, fit sa déposition. Ses paroles étaient mesurées, son ton mesuré, mais le coroner, poussé par l'inspecteur Reeves, la pressa de questions. Et lorsque l'histoire du chimiste fut évoquée, son silence fut plus éloquent que son déni. Le jury, après une brève délibération, rendit le verdict attendu, meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Mais dans les couloirs silencieux à l'extérieur, on le savait.
Miss Marple explique. Ce soir-là, dans le salon du presbytère, un groupe plus restreint se rassembla à nouveau. L'inspecteur Reeves, le vicaire et sa femme, Clara, Madame Grant et le docteur Latham. Tous regardèrent mademoiselle Marple qui posa son tricot avec un léger soupir. « C'était vraiment très simple, » commença-t-elle. « Il suffisait de remarquer les détails. Une serviette tachée de perles, non pas de sucre, mais de quelque chose de plus dangereux. Une cruche essuyée à la hâte, trahissant une main peu habituée à la dissimulation. Une servante qui n'aurait pu rendre la monnaie exacte sans qu'on la lui impose. Une lettre dans une cheminée, déchirée et à moitié brûlée, avertissant qu'il fallait agir sans délai. Et une femme, en apparence calme, qui trahissait son soulagement face à la mort soudaine d'un voisin. Elle regarda autour d'elle leurs visages solennels. Madame Harding craignait d'être démasquée. Bartlett avait emprunté, promis, manqué à ses engagements. Il avait un pouvoir sur la réputation de son mari. La lettre l'aurait révélé, et elle envoya donc Anne chercher du poison, espérant que la faute retomberait sur des épaules insensées. Elle en versa dans la cruche, l'essuya à la hâte, et se crut sauvée. Mais la peur la détruisit, la peur que la cheminée ne livre son secret, la peur d'être découverte. Et la peur, j'ai toujours pensé, ruine les plans les plus astucieux. Clara et Madame Grant. Les yeux de Clara Elwood se remplirent de larmes. Alors, la pauvre Anne est innocente, finalement? Tout à fait innocent, lui assura Miss Marple, même si je crains qu'elle n'ait appris une dure leçon concernant ses fréquentations. Madame Grant joignit les mains. Et moi? Oh, Miss Marple, j'aurais bien failli me ruiner. Ma vanité. Le sourire de Miss Marple était bienveillant. La bêtise est rarement fatale, ma chère, mais il est sage de se rappeler que l'admiration donnée librement peut être plus forte que les chaînes. Le village revient à lui-même. En moins d'une semaine, Rose Hill Green respirait à nouveau. On évoquait la fête avec un frisson et un hochement de tête, mais la vie reprit son cours. Madame Loxley s'occupa à nouveau des pots de confiture et des réunions paroissiales. Le docteur Latham retourna auprès de ses patients, brusque mais appliqué. Clara partit discrètement pour un poste à Bath, impatiente de prendre un nouveau départ. Madame Grant, assagie, se consacra à la correspondance de son mari absent avec un zèle renouvelé. Quant aux Harding, leur départ fut rapide et silencieux. Leur maison était close, le jardin à l'abandon, les stores tirés. Les voisins parlant d'eux rarement et toujours à voix basse, comme par un accord tacite. Miss Marple réfléchit. Lors de sa dernière soirée au presbytère, Miss Marple était assise près de la fenêtre du jardin, son tricot enfin terminé, un petit pull bleu soigneusement plié dans son sac. Madame Loxley s'affairait à préparer le thé, et le pasteur marmonnait quelque chose à propos de Providence. Miss Marple sourit intérieurement. La Providence, peut-être. Mais le plus souvent, c'est simplement la nature humaine. On ne peut s'empêcher de se révéler si on observe attentivement. Elle se leva, remercia ses hôtes avec sa grâce habituelle et contempla de nouveau la place du village, paisible maintenant dans la pénombre. Des voix d'enfants résonnèrent faiblement dans l'herbe, et la cloche de l'église sonna l'heure. La vie, à Rose Hill Green, avait repris son rythme paisible. Pourtant, sous ce calme persistait le souvenir du meurtre, comme une fumée dans une cheminée, faible mais indélébile. Et Miss Marple, qui avait une fois de plus percé à jour les petites tromperies des cœurs humains, retourna à St. Mary Mead avec le contentement de quelqu'un qui sait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, doit toujours être révélée. Chapitre 15. Conséquences à Rose Hill Green. Les semaines qui suivirent marquèrent un lent retour au rythme habituel de la vie villageoise, même si l'ombre de la fête persistait comme une légère odeur de fumée après un incendie. À Rose Hill Green, les habitants retournèrent à leur jardin et à leurs boutiques, à leur thé et à leurs petites disputes. Mais leur conversation, bien que joyeuse en apparence, était empreinte d'une hésitation qui n'y était pas présente auparavant.
Le départ des Harding. Les Harding partirent à la faveur du petit matin. Les stores de leur maison étaient haute baissés depuis des jours, et lorsqu'on aperçut enfin une charrette chargée de malles, personne ne s'aventura à traverser le chemin pour leur dire adieu. Ce n'était pas de la cruauté, mais ce mélange typiquement anglais de gêne et de désapprobation. Le village n'avait aucun goût pour les scandales criés à tue-tête. Il préférait laisser le silence faire son œuvre. Miss Marple, qui se tenait près de la fenêtre du presbytère et regardait la charrette s'éloigner, songea qu'Elspeth Harding avait vécu selon l'ordre et la réputation, pour finalement détruire les deux dans sa tentative désespérée de les préserver. Anne Price restaurée. Pendant ce temps, Anne Price fut libérée et réinstallée dans la maison de sa mère à Marlécombe. Elle revint pâle et abattue, mais on la revit bientôt dans les ruelles, un panier au bras, la tête penchée avec modestie. La sympathie adoucit ce qui avait été un soupçon, car Rose Hill Green était prompte à condamner, mais encore plus prompte à pardonner une fois la culpabilité réfutée. Miss Marple, la rencontrant par hasard, lui adressa un mot aimable. « Ne vous découragez pas trop, ma chère. On apprend la sagesse dans de telles épreuves. » Anne, les yeux baissés, murmura « Je ne veux pas de sagesse, mademoiselle. Je veux juste la paix. » Miss Marple sourit doucement. La paix est toujours plus agréable quand on a acquis un peu de sagesse. Le nouveau départ de Clara Elwood. Clara partit peu après, un poste lui ayant été réservé à Bath par l'intermédiaire du cousin du vicaire. Elle vint remercier Miss Marple avant de partir. « Tu m'as sauvée, de plus d'une façon, » dit-elle avec une ferveur silencieuse. « Je croyais avoir tout perdu. Mais peut-être n'ai-je perdu qu'une illusion. » Miss Marple l'embrassa sur la joue. « Ma chère, les illusions valent rarement la peine d'être conservées. La vérité n'est peut-être pas plus douce, mais elle est plus sûre. » Le village guérit. Madame Grant reprit ses tâches domestiques avec une humilité retrouvée. Les photos de son mari étaient désormais dépoussiérées plus fréquemment, et elle allait à l'église avec une dévotion silencieuse qui suggérait la réflexion plutôt que l'ostentation. Le docteur Latham, bien que toujours vif, s'adressait avec plus de gentillesse à son assistant subalterne. Même le vicaire, dans ses sermons, rappelait à ses ouailles que les secrets, aussi soigneusement cachés soient-ils, finissent toujours par se révéler. Quant à madame Loxley, elle est revenue avec une vigueur joyeuse à la gestion des événements paroissiaux, planifiant déjà la fête de l'année prochaine avec la confiance pleine d'espoir que ce serait une occasion plus heureuse. Miss Marple revint à la maison. Enfin, Miss Marple se prépara à retourner à St. Mary Mead. Le presbytère parut désolé de la perdre, et madame Loxley lui glissa une boîte de sablés dans la main. « C'est un tel réconfort de vous avoir ici, Miss Marple. On se sent tellement en sécurité quand vous êtes là. » Miss Marple afficha son doux sourire. « Ma chère, personne n'est jamais vraiment en sécurité, mais soyons raisonnables. » Le train l'emporta à travers champs et haies, et Rose Hill Green disparut au loin. Miss Marple était assise avec son tricot, le petit pull bleu soigneusement plié dans son sac, et s'accordait la satisfaction d'une énigme résolue, non par l'ingéniosité, mais par la patience, et par la simple vérité que les êtres humains ne peuvent s'empêcher de se trahir. Épilogue. À Rose Hill Green, la vie continuait. La pelouse se remplissait à nouveau des jeux des enfants, le presbytère résonnait à nouveau de joyeuté, et le souvenir de la mort de George Bartlett devint, peu à peu, une histoire racontée à voix basse au coin du feu, en hiver. Mais les villageois, chaque fois qu'ils regardaient les cheminées de leur maison, pensaient peut-être un peu différemment maintenant, car ils savaient, grâce à Miss Marple, que les cheminées ne cachent pas toujours la fumée. Et à St. Mary Mead, Miss Jane Marple laissa son tricot de côté, contempla son jardin et pensa avec une certitude tranquille que partout où il y avait des villages, il y aurait toujours de la nature humaine. Et partout où il y avait de la nature humaine, il y aurait toujours, tôt ou tard, un meurtre. Chapitre 16. Un voyage tranquille. C'était un matin gris lorsque le train de Miss Marple entra dans la petite gare près de St. Mary Mead.
Les champs s'étalaient dans des tons doux sous le ciel d'automne, les haies se teintant aux premiers reflets dorés. Elle descendit prudemment du wagon, son sac dans une main, son panier à tricot dans l'autre, et regarda autour d'elle avec la satisfaction de retrouver un terrain familier. De retour à la maison. Au cottage, tout était exactement comme elle l'avait laissé. Les roses penchées vers la fenêtre, l'horloge sur la cheminée tic-tac avec une patience inébranlable, la bouilloire prête sur le feu. Elle posa son sac, approcha une chaise du feu et s'autorisa un soupir de contentement. La vie à Saint-Mary-Mead était aussi calme que jamais. Pourtant, Miss Marple savait mieux que quiconque qu'il ne fallait jamais se fier à la tranquillité. C'était dans ces villages, sous le couvert des habitudes ordinaires, que les passions grondaient le plus fort. Un visiteur. Cet après-midi-là, sa vieille amie, Madame Bantry, est venue lui rendre visite, avide de nouvelles. « Alors, tu es encore dans le pétrin, Jane. Un verre de limonade empoisonnée, une lettre dans une cheminée, c'est absolument affreux. Et pourtant, j'ose dire que tu as apprécié, petite maligne. » Miss Marple sourit, les yeux pétillants. « Plaisir, Dolly, ce n'est pas vraiment le mot. On nous impose des énigmes, et on ne peut s'empêcher d'en voir la trame. De plus, ce n'est pas un plaisir de voir des vies ruinées. Pauvre Madame Harding, tant d'orgueil, et tout cela réduit à néant. » Madame Bantry frissonna. « On peut se demander, Jane, combien de secrets se cachent, même ici à Saint-Mary-Mead. »« Plus que suffisant, » dit doucement Miss Marple. « Mais les secrets, comme les lettres dans les cheminées, ont tendance à se glisser dans la peau. Il suffit d'être patient. » Solitude du soir. Une fois son invité parti, Miss Marple reprit son tricot près de la fenêtre. Le petit pull bleu, enfin terminé, était plié à côté d'elle. Dehors, le village avançait tranquillement. Les enfants rentrèrent de l'école en courant. Le facteur poussait son vélo. Un voisin s'arrêtait pour bavarder à un portail. Miss Marple observait tout cela avec un regard affectueux. Chaque sourire, chaque geste, chaque pose sur le pas d'une porte lui disait quelque chose. Elle ne cherchait pas les mystères, ce sont les mystères qui la cherchaient. Et elle savait, avec une certitude tranquille, que tant qu'il y aurait des villages, il y aurait toujours des énigmes à démêler, et des vérités attendant, comme la fumée d'une cheminée, de s'envoler vers la lumière. Réflexion de clôture. Elle plia son tricot et se leva pour tirer les rideaux contre le crépuscule. « La nature humaine, » se murmura-t-elle, « est partout la même. Elle commet ses petites erreurs, se trahit par des futilités et se croit en sécurité. Et c'est pourquoi, en fin de compte, il faut toujours être attentif et à l'écoute. » Le feu crépitait doucement. L'horloge sonnait l'heure et Miss Marple, calme, observatrice, tranquillement satisfaite, s'installa dans son fauteuil. Dehors, la nuit tombait sur Saint-Mary-Mead, aussi paisible que jamais. Et ainsi, une fois de plus, la vie reprit son cours.